Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On est dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, on a une belle équipe sur la feuille de match. Avec en attaque les violets.com représentés par Emmanuel, Anthony et JB à la technique. Comment ça va les gars? Salut, ça va tout le monde, merci. Salut à Très tous bien. et hommage à cette émission F2M Toulouse qui a permis à tous les supporters du TFC de passer ce confinement. On a quand même reçu Regatin, Hamada, Kapou, Psom, Bergognou, Nabil Taider aujourd'hui. On a fait du lourd les gars, bravo à nous. Et merci aux autres supporters. Merci à toi aussi JB. Les milieux de terrain les gars, Mehdi, Nathan, Vincent, vous avez l'habitude du trio. Là. Comment ça va? Ça va, nickel. Ça va, super, et toi? Ça va. Vincent qui… Les hommages de JB sont de pire en pire et il va falloir qu'on arrête. Vincent qui sera là pour répondre aux questions de ceux qui nous suivent sur la page lesviolets.com. Et bien sûr, notre meilleur charnière en défense, c'est la diste avec Yves. Comment il va, Yves? Un peu isolé quand même. La compo d'équipe est vachement déséquilibrée. Ça penche dangereusement vers l'avant. Ouais, mais apparemment, tu es très solide derrière. Donc, du coup, on préfère te laisser la baraque. La prune. Les amis, le programme aujourd'hui, il y a encore plein de choses. On va parler des remboursements des places et des abonnements. Où en est-on? On va essayer de préparer le mercato pour la Ligue 2 avec quelques propositions que les supporters nous ont fait, que nous, on va faire aussi. On va essayer d'en débattre tous ensemble. La suite du 11 des légendes du TEF du 21e siècle, parce qu'après les gardiens et les défenseurs, on va passer au milieu de terrain et le fameux dispositif. D'ailleurs, Yves vous fera une chronique tactique entre le 4-4-2 et le 4-3-3. Ensuite, les dernières informations sur le rachat du club, ce sera notre débat. Et aujourd'hui, l'invité exceptionnel, c'est Nabil Taider, joueur du TFC de 2001 à 2007, qui sera avec nous à partir de 17h45, comme vous en avez l'habitude pour nos invités. Et on finira cette émission par un petit quiz de Nathan. Voilà pour le programme. Il est bien chargé, il est bien épais. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! On va lancer cette 68e émission, si je ne dis pas de bêtises, avec le remboursement des places et des abonnements. Où en sommes-nous? Alors, Place à la diste là. ouais, Nulle part. ça, je te vois le bébé, Yves, et parle-nous un peu de tout ça. Absolument nulle part. On est allé à la pêche aux informations cette semaine et ce qui est fantastique, c'est que personne ne sait. Personne ne sait rien, il n'y a pas de réponse. Et même les salariés du club ne savent absolument pas comment va se passer le déconfinement, qu'est-ce qui est prévu. C'est le flou total. Voilà, donc la direction ne répond pas et les salariés ne sont même pas au courant de leur futur proche pour eux-mêmes. Donc voilà, du TFC dans le texte comme depuis quelques années et énormément depuis ce début de saison. Et comme le traitement par toutes les instances du football, on menace d'action en justice pour le classement, on se préoccupe des droits télé, on est prêt à faire reprendre les gens malgré les risques sanitaires pour les droits télé, mais les supporters, rien du tout. Et le plus inquiétant, c'est quand on voit ce qui a été préparé par le ministère, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les clubs ont la possibilité de ne pas rembourser les gens, c'est-à-dire qu'il y aura uniquement des avoirs. Et donc, si vous ne souhaitez pas vous réabonner, vous pouvez vous asseoir sur la fin de saison tronquée. Voilà, c'est une possibilité qui est donnée. Donc, on espère réussir à ouvrir le dialogue avec le club, avoir une réponse avec le club, et que le club fera la démarche quand même au vu de la saison de laisser libre choix aux gens en leur proposant donc soit un avoir pour l'abonnement la saison prochaine pour ceux qui veulent se réabonner, soit l'option de faire un don s'ils en ont envie en ne demandant pas le remboursement, mais que le remboursement sera aussi proposé. Voilà, donc voilà où on en est au jour d'aujourd'hui.
On a le ministre, d'ailleurs, ministère de la Culture et des Sports, qui avait indiqué que voilà, un avoir à leurs clients en vue de bénéficier d'une prestation de même nature, d'une valeur équivalente. Le problème, c'est que nous, on descend en Ligue 2. Donc, ce terme-là, déjà, il est un peu factifié, j'ai envie de dire. Ouais. Tu peux jouer sur les mots après, voilà, ça reste un championnat de foot professionnel. Donc voilà, ils te diront que c'était l'abonnement le moins cher de France, ce qui n'était pas faux. Et voilà, ils joueront là-dessus. Ils peuvent jouer là-dessus. Après, à voir si le club fera enfin preuve d'un minimum de classe vis-à-vis de ses supporters ou si il privilégiera le côté financier de l'affaire. Ouais, on sait quand même pas où on va. Après, on insiste bien. Nous, on parle du TEF, mais c'est aussi pour tous les clubs de Ligue 1, enfin de Ligue 1, qui sont dans le flou. Tu as quand même quelques clubs qui ont quand même avancé sur le dossier. Hein. Ouais. Comme Strasbourg, peut-être, c'est ça? Il y en a plein. À Marseille, il y a eu plein de Guingamp aussi. il y a eu des avancées significatives sur ce dossier-là. Mais évidemment, au TFC, ils n'ont rien avancé puisque c'est le blackout sur le sportif, supporters, il n'y a rien, il ne se passe rien. Voilà, il ne se passe rien. Donc, de toute façon, là, les supporters et les abonnements, il y a 10 dossiers à traiter avant de passer à ça. Hein. Donc là, c'est pas étonnant. On est quand même en retard. Enfin, on est en retard. Il y en a, Yves, je pense que la 10, j'ai vu que vous l'avez retweeté. Il y a des clubs qui ont très vite fait preuve de classe, notamment en Espagne, Retafe, qui offre l'abonnement à tous ses abonnés de cette saison, qui offre l'abonnement pour la saison prochaine. Alors, est-ce qu'il y aura du public dans les tribunes? Mais au moins, le geste est fait. Et Retafe, bon, même s'ils finissent 4e et qu'ils risquent de jouer la Ligue des Champions, ce n'est pas un des plus gros clubs d'Espagne. Et je ne pense pas qu'en termes de finances, non. C'est large, non, c'est pas un des plus gros clubs, mais justement, au vu des résultats et en finissant 4e avec l'accès à la Ligue des Champions, etc., ça fait partie des clubs qui auraient pu surfer sur ce phénomène-là pour augmenter à fond le tarif des abonnements et pour surfer sur cette vague, justement, parce que je ne pense pas que le club ait déjà connu une période aussi faste. Et pour autant, ils n'en profitent pas. La saison est tronquée. Et encore, la saison est tronquée. Attention, en Espagne, on n'est même pas sûr qu'elle sera tronquée, puisqu'ils sont toujours en pourparlers pour essayer de finir la saison. Donc, même s'ils finissent la saison, ils ont déjà proposé de dédommager leurs supporters en leur offrant les billets sans savoir si la saison se finira, si elle se finira à huis clos ou pas, etc. Donc voilà, mais encore une fois, il n'y a aucune anticipation au niveau du TFC. Et on a l'impression que rien n'a été travaillé, que rien n'est anticipé et qu'on laisse venir les choses. Voire même qu'on s'apprête à laisser la patate chaude à un repreneur si jamais il était là sans gérer les choses. Donc voilà, c'est de l'amateurisme total encore une fois. Il y a une chose, Yves, on en a parlé cette semaine aussi. Donc, il y a une directive pour conseiller au club, comme tu l'as dit, de soit avoir un avoir, soit laisser l'argent au club. Mais il manque quand même la troisième solution du remboursement qui semble quand même normalement normal, quoi. Ça devrait être 3 choix différents et pas 2. Et moi, je trouve ça quand même assez moyen, quoi. Parce que voilà, on nous fait croire qu'il n'y a plus d'argent, mais ça négocie des transferts secs un peu partout. Ben, c'est bien expliqué par le ministère, en fait, qui dit que c'est pour ne pas mettre les clubs en difficulté financière, alors qu'on passe qu'ils passent tout leur temps à expliquer que les supporters, c'est la portion congrue, que la billetterie, ça ne sert à rien. Et pourtant, voilà, quand les télévisions se désengagent, au lieu de se battre avec les télévisions, ben, on préfère, le mot va être fort, hein, mais c'est un peu ça que ça représente, spolier les supporters, puisque ne pas proposer le remboursement, en gros, c'est de la vente forcée, voire du vol pour ceux qui ne voudraient pas se réabonner ou qui ne pourraient pas se réabonner. Pensons à ceux qui auraient été étudiants et qui ont déménagé pour raisons professionnelles, qui sont plus sur la région toulousaine. Ben, ils se retrouvent avec un avoir, ils se retrouveraient, on va rester sur du conditionnel puisqu'il n'y a pas d'infos, avec un avoir duquel ils ne pourraient absolument rien faire. Voilà. On peut avoir imaginé, vu le montant de l'avoir, peut-être qu'ils auraient le droit à un porte-clés à la boutique. C'est ça, encore faut-il vouloir un porte-clés TFC. Oui, c'est ça. Ancienne collection, hein, pas la nouvelle.
La version soldée. Bon, messieurs, on a fait le tour pour les abonnements. On essaiera de vous donner plus d'infos. La DIST veille sur tout ça. De toute façon, il nous fera parvenir toutes les infos nécessaires. Bon, d'ici une demi-heure, Nabil Teider va arriver. Donc, on a encore pas mal de choses à dire avant son arrivée. On va passer au mercato, j'ai envie de dire, par rapport aux joueurs qu'on pourrait avoir en Ligue 2. Vincent, tu as quelques noms à nous souffler que tu as relevés sur des commentaires de personnes qui ont suivi le live la semaine dernière. Exactement, oui, j'en avais parlé déjà de ça. Il y a pas mal de commentaires pour nous proposer des noms. On a fait un tri, on a regardé un petit peu aussi ce qui était réalisable par rapport au budget, au salaire, aux fins de contrat. J'ai 6 noms, si je ne dis pas de bêtises, j'ai 5 noms. Je vais vous les proposer. Vous allez me dire un peu, je les propose tous et vous me dites après ce que vous en pensez, s'il y en a qui sont intéressants ou pas. Le premier, c'était J.R. Noliev qui a proposé. C'est Donovan Léon, le gardien de Brest, 27 ans. C'est la doublure de l'Arseneur. 53 matchs avec Auxerre, puis 22 matchs, toutes compétitions confondues avec Brest en 5 saisons. Il est libre, il est en fin de contrat, il est international guyanais. On avait Thierry Cam qui proposait donc Rémi Dugimon, l'attaquant d'Auxerre, qui à 33 ans joue plutôt milieu droit maintenant. Habitué à la Ligue 2, 223 matchs à Clermont, puis à Auxerre, 49 buts. Son contrat, il va jusqu'en 2021 par contre. Et le site Transfermarkt qui évalue un petit peu le potentiel des joueurs dit qu'il vaudrait 500 000 euros d'après le marché. Après, c'est différent. On a Jean Darol, donc, qui était parti de la feuille de match foot. Et il propose Bodmer, donc c'est un joueur qu'on ne prend plus, 37 ans, joueur d'Amiens, passé par Lille, Lyon, le PSG, Saint-Etienne, Nice, Guingamp, quasiment 650 matchs en pro dans sa carrière. Il est en fin de contrat. Bodmer ? Comment ? T'as dit Mathieu Bodmer ? Ouais, oui. ouais. Ok, j'ai mal entendu. C'est des propositions. Donc, cette saison, donc 9 matchs, un but. Il n'est pas contre prolonger une saison à sa carrière, donc soit Amiens ou ailleurs. Et ensuite, 2 dernières propositions, des propositions de Rodez. Donc, on a Louis LDX qui propose David Doulin, milieu défensif à Rodez, 26 ans, 25 matchs en Ligue 2 pour un but et une passe D. Il est passé par Saint-Etienne, Evian, Mondor et Le Puy en National 2. Clermont, qui le prête l'an passé à Rodez, où il s'affirmait, jusqu'à un rachat cette année par le club de Rodez pour 250 000 euros. Et son contrat se termine cette saison. Pour terminer, donc Hugo Bonnet, l'attaquant de Rodez, 26 ans, toute sa carrière là-bas, depuis les équipes de jeunes. 3 saisons en N2, 2 en N1 et pour sa première saison en Ligue 2, 25 matchs pour 11 buts et une passe décisive. Il est en fin de contrat bientôt et il a un vrai attachement à la région et il rêve de Ligue 1. Je vous annonce intérêt du TFC pour Hugo Bonnet. Ah. Après Hugo Bonnet, est-ce que ce ne serait pas un trop gros poisson, et je mets vraiment des guillemets, sachant que lui, il avait mis sa priorité sur Montpellier ou Toulouse, qu'il aimerait peut-être jouer en Ligue 1, sachant qu'on descend en Ligue 2, est-ce que ça va être réalisable? Est-ce que tu as plus de chances de jouer en Ligue 1 avec Toulouse ou avec Rodez? Alors, je pense que il a encore plus de chances de jouer avec Toulouse qu'avec Rodez. Et puis à Montpellier, avec Laborde et Delors devant, bon, il ne jouera jamais, quoi, le pauvre. Donc, c'est à lui de voir. Donc, c'est peut-être la bonne idée. Est-ce qu'il a le niveau Ligue 1 déjà, quoi? Est-ce qu'il a le niveau pour jouer à Montpellier en Ligue 1? Donc, je le vois plus peut-être venir à Toulouse. Voilà, s'aguerrir un peu et pourquoi pas essayer de monter avec le club prochain, quoi. Alors moi, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Quel intérêt pour lui de venir à Toulouse en sortant de Rodez? Jouer le haut de tableau de Ligue 2. Pour moi, l'intérêt, il est absolument néant parce que c'est un joueur qui fait une bonne saison en Ligue 2. Donc, il a déjà montré qu'il avait le niveau de la Ligue 2. Donc, soit tu passes un vrai cap et tu montes en Ligue 1, soit tu fais une saison de plus à Rodez où tu es sûr de jouer, alors que venir au TEF, où c'est un marasme total, où personne ne sait où on va ou machin, le pari semble super risqué, surtout que tu n'as aucune garantie sur ton temps de jeu, sur ton adaptation. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant pour lui? Est-ce que ça pourrait le tenter, un projet toulousain, quoi? Encore faudrait-il avoir un projet clair et net.
Après, Ouais, toujours pareil. en venant à Toulouse, je pense que tu gravis aussi un échelon et je rejoins Mehdi, tu vas jouer le haut de tableau de Ligue 2. Et si tu as un vrai projet, alors je mets encore un si tu as un vrai projet de remonter directement, ou ce qui va être, je pense, aussi l'objectif du TEF, ça peut être une opportunité pour lui. Il faut le voir à moyen terme. À court terme, c'est sûr que de passer de Rodez à Toulouse, ok, sur du moyen terme, Toulouse va pas, je pense pas qu'ils veulent rester en Ligue 2 éternellement. Ils vont viser une remontée en Ligue 1 assez rapidement. Donc, l'objectif de venir épauler l'attaque toulousaine et de franchir encore un cap et de découvrir la Ligue 1 avec le TFC, je pense que sur un plan de carrière, ça peut être intéressant. Surtout que c'est un joueur qui a 26 ans, je crois, ou 27 ans. Donc, ça peut être, voilà, sur 1 ou 2 ans, ça peut être totalement dans ses projets. Vincent? Oui, pour répondre à ça, par rapport à l'intérêt de Bonnet à venir à Toulouse, on a Bachi Bouzouk qui dit en commentaire que normalement Toulouse paye mieux que Rodez au salaire. Oui, c'est pas faux. Emmanuel, par rapport à la liste de joueurs de Vincent, est-ce que tu en as en rajouté ou pas du tout? Petite liste, mais je trouve que l'idée de Doulin est pas mauvaise aussi. Moi, j'ai pas beaucoup regardé Rodez quand même. Mais Doulin, ça fait 2 ans qu'il fait des bons trucs à Rodez. J'ai même été surpris qu'il y reste l'an dernier. Donc ça peut être une idée. Après, je le connais pas très, très bien. Après, moi, j'ai été allé voir aussi du côté des joueurs en fin de contrat. Il y a Jérémy Pied, par exemple, à Lille. Il a fait qu'une saison en Ligue 2, mais enfin, c'est un mec qui a pas mal bougé, qui a une vraie expérience, qui peut avoir du poids dans un vestiaire, et ça permettrait de concurrencer aussi Moreira, parce que si on fait la saison qu'avec lui, ça ne va pas le faire, et on n'a pas de jeunes à ce poste-là. Donc Pied, ça peut être intéressant. Après, il y avait Mathias Autré, qui va être laissé libre par Brest. Ils sont 2 à Brest. Emmanuel, je te coupe, ils sont 2. Il y a Johan Cour aussi. Ouais, c'est vrai. J'ai vu ça aussi. Et Autré, pour le coup, il avait fait une super saison avec Brest l'année de leur montée, donc il y a 1 an, en 2019. Ça peut être un vrai coup. Il a été capitaine, Emmanuel, des fois aussi, à Brest. Ouais. C'est étonnant qu'il le prolonge. Un leader de vestiaire, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est lui qui marque le premier but de la saison lors de Brest TFC. Il a le brassard de capitaine face au TFC. Oui. En août dernier. Oui. Ouais. Je ne me rappelle pas manger des saucisses chez Yves à ce moment-là. Et après, en Ligue 2, il y a des bonnes affaires aussi. Il y a un mec comme Barthelmé. Bon, c'est le meilleur passeur de Ligue 2. Après, je ne sais pas à quel point il aura envie de venir à Toulouse, mais je pense qu'on va quand même avoir l'image d'un favori. Donc, même si nous, en tant que supporters, on a conscience du bordel que c'est dans le club, on peut avoir un certain attrait pour les joueurs. Parce qu'un mec comme Barthelmé, qui a 30 ans, qui connaît la Ligue 1, ça a été un joueur moyen de la Ligue 2, pardon. Ça a été un joueur moyen de Ligue 1 avec Lorient. Et pour le coup, là, ce serait une valeur sûre pour nous, si on vise la remontée. Mehdi, toi, je sais que tu as une liste de 53 joueurs, donc essaie d'en choisir que 2 ou 3, s'il te plaît. Voilà. Non, j'ai regardé un petit peu, je me suis amusé à regarder un petit peu tous les joueurs qui jouaient, on va dire, le milieu, le bas de tableau, mais qui étaient les cadres de leur club, donc ils pouvaient potentiellement être intéressés par une équipe qui visera sûrement la remontée l'année prochaine. Et il y en a pas mal, bien entendu. Après, ça dépend quel poste vous voulez, mais un des premiers, je l'avais déjà évoqué au mercato d'hiver, parce qu'on allait déjà en Ligue 2, c'est Dylan Louiser qui est un bon joueur au milieu, qui joue à Niort. C'est des joueurs qui sont là depuis un moment en Ligue 2. Il y a Gaëtan Perrin aussi, qui est un joueur formé à Lyon, qui joue à Orléans, que moi j'ai vu lors de Rodez-Orléans en début d'année, et c'était le seul très bon joueur sur le terrain. Donc voilà, qui joue la descente avec Orléans. Orléans va descendre en national, donc lui à le niveau Ligue 2. Et voilà, et après aussi, il y a l'attaquant de Niort aussi, qui avait plus d'une douzaine de buts cette année, qui est assez jeune, qui a 25 ans. Sissoko, voilà, c'est des idées comme ça. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est ce genre de profil, quoi. Des mecs qui ont entre 25 et 30 ans, voire un peu plus, et qui ont déjà 2-3 saisons de Ligue 2 à leurs actifs, quoi. Est-ce qu'on a d'autres joueurs à proposer, Nathan ou Anthony? On ne vous a pas entendu. Nathan, moi, du coup, je partirais sur 4 ou 5 bons joueurs de Ligue 2. Donc, plutôt 2 plutôt jeunes et en recherche de temps de jeu. Et 3, entre guillemets, vieux Bliscard pour arriver un petit peu à gérer tous ces jeunes-là et à imposer leur habitude de la Ligue 2. Donc, moi, de suite, j'avais pensé à Rémi Dujumont, justement, d'Auxerre, qui a, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, plus de 60 buts en Ligue 2, un bon finisseur qui est quand même pas trop cher. Sinon, dans le même club, à Auxerre, il y a aussi Michael Lebihan, qui était à Nice il y a 2 ans et qui revenait bien en Ligue 2 là, avec Auxerre, qui avait marqué, je crois, 5 buts en 15 matchs.
Mais bon, il a souvent connu des pépins physiques avec ses blessures, mais je pense que ça peut vraiment être une plus-value, lui, en attaque. Sinon, après, j'avais pensé en termes de milieu assez créatif. J'avais pensé à Vincent Thiel, qui était prêté à Orléans par Metz et qui a l'avantage, en plus, j'ai regardé ça tout à l'heure, qui a joué à Boigard à Pau en 2018-2019. Donc, je pense que ça peut être un joueur en quête de temps de jeu en Ligue 2 qui peut potentiellement être intéressé par un projet de remontée rapide. Sinon, après, en termes de vieux briscards, je vais peut-être penser à Renaud Coad aussi, à Metz, qui a pas trop joué cette année, qui a joué 4 matchs et qui serait peut-être tenté par un nouveau défi en Ligue 2, peut-être. Et je pense qu'il peut être, je pense qu'il sera déjà proposé au TFC et ça peut être une potentielle recrue parce que plusieurs fois Toulouse s'est plus ou moins penché sur lui et il a ce profil d'expérience qui manque un peu au milieu de terrain. Je pense que Renaud Coad, c'est pas une info que je vous donne, mais à mon avis, il sera dans les petits papiers de la cellule de recrutement. C'est une quasi-certitude. Il fera partie de la liste des 50 joueurs proposés au TFC par des agents, quoi. Il y a un autre joueur dont on a parlé souvent au TEF et qui n'est jamais venu, c'est Boteac, éventuellement. Il a 32 ans, il n'est pas fini. En Australie, non, quelque chose comme ça. Là, maintenant, il est à Nicosie. Ah, il a changé, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, mais ça peut être une idée. Moi, j'avais pensé à 2 joueurs aussi en Ligue 2 parce que je pense que ce serait bien de privilégier la Ligue 2. J'avais pensé dans un premier temps, bon, maintenant c'est trop compliqué, je pense, puisqu'il a annoncé son départ de Lorient, mais à Jimmy Cabot qui est un vrai joueur de Ligue 2, mais bon, il peut prétendre à la Ligue 1 avec certitude pour une équipe de milieu de tableau en Ligue 1. Et donc, du coup, pour rester dans le thème, j'avais pensé aussi à Rodelin de Guingamp, qui a un certain bagage derrière lui, qui a mis 6 buts cette saison en 23 matchs, il me semble. Et voilà. Ensuite, j'avais noté aussi Hugo Bonnet comme bon nombre de supporters, je pense, qui pourrait être une bonne recrue, je pense. Alors après, bon, j'ai un peu de mal à cerner les joueurs qui font une grosse saison d'un coup. Donc, bon, lui, c'était sa première en Ligue 2, on ne peut pas trop juger. Mais pour revenir sur l'intérêt qu'il aurait à venir au TFC par rapport à Rodez, je pense que Rodez a fini 16e de Ligue 2. Donc, bon, les objectifs ne seront pas le même, je pense, j'espère du moins. Entre le TFC et Rodez, il y en a un qui jouera le haut du tableau, l'autre le bas du tableau. Donc, je pense que c'est là la principale différence entre Rodez et Toulouse. En tout cas, les gars, je pense qu'on a, pour la cellule de recrutement, on leur a donné pas mal d'idées. Si jamais ils ont besoin, ils peuvent nous appeler. Mehdi, surtout particulièrement, qui va les observer chaque week-end en plus. On a donné pas mal d'idées. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, on va avoir besoin de renouvellement, ça c'est sûr, de nouvelles têtes, de nouvelles idées, de nouveaux joueurs. Ça, c'est sûr et certain. Après, ça dépend du coach aussi qu'on aura. C'est une autre histoire. Tout ça, c'est conditionné au futur du TFC, parce qu'on va, je pense, l'aborder là. C'est rachat par rachat, entraîneur par entraîneur. C'est ça. Mais avant d'entamer ce débat sur le rachat du club, messieurs, on va continuer le 11 de légende, rappeler un peu où on en était. Donc, après notre gardien, notre défense en général, on avait mis Christophe Roveau, accompagné de William Prunier, Emenam Denour, Jérémy Mathieu, Serge Aurier. On passe maintenant au milieu de terrain. Donc, il y avait un choix entre le 4-3-3 et le 4-4-2. Yves, tu veux nous expliquer rapidement un peu la différence ou pas? Oh non, je pense qu'il n'y a pas besoin parce que même 4-4-2, 4-3-3, tu as 50 options différentes en fonction des joueurs que tu sélectionnes. Donc, ça ne veut rien dire en fait. C'est pas faux. En tout cas, nous, sur notre Google Form, il y en a 80% qui ont mis un 4-3-3 et 20% qui ont mis un 4-4-2. Donc, pour le 4-3-3, messieurs, les 3 joueurs qui sont au milieu de terrain, qui nous composeront notre milieu de ce 11 légendaire du 21e siècle. Sans surprise, j'ai envie de vous dire, on retrouve Moussa Sissoko et Étienne Capou. Et monsieur Achille Emana, je pense, un peu plus offensif sur ce milieu à 3. Je vais quand même vous donner les joueurs qui ont eu un 4-4-2 parce qu'il y a un petit débat. Alors, il n'y a eu que 2 votes, vous allez me dire, mais il y a quand même un débat. Sissoko Capou, ça a été fait. On retrouve Emana. Et après, il y a Batles ou Mansaré pour le 4-4-2. De toute manière, ça, on le met de côté parce qu'on est parti sur un 4-3-3. Mais si vous voulez débattre en Mansaré et Batles,
Je vous Bah, laisse. c'est deux options totalement différentes, hein. En fonction de ton Manzarek- système tactique, là, ça joue, quoi. Manzarek, quasiment un attaquant, était plus en 4-3-4 en 4-2-4 qu'en 4-4-2. Voilà. Non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. En tout cas, nous, ce qu'on va retenir, c'est un 4-3-3 avec Moussa Sissoko, Etienne Capou et Achille Mana. Ça semble cohérent quand même, non? Ouais. Je pense que la majorité a voté Je ça. pense que c'est la majorité de toute façon. Exactement. Peut-être un petit Trero qui traîne par là et j'en oublie un autre. Non, Triro, il a eu un seul vote. On sait qu'il a non, voté. Là, c'est le cœur qui parle, j'entends bien, mais quand même, dans le 11 de légende, on a eu Etienne Capou, Achille Mana, Moussa Sissoko, et tu me mets Oscar Trero quand même. Un peu. Non, mais tu respectes, on est entre professionnels. Laisse-moi terminer. J'ai Manu mis Garcia. peut-être même un autre avant, c'était Dido. Voilà, Ouais. bon, d'accord, voilà, là, oui. Dido, c'est le grand oublié du 4-3-3. Il va nous sortir Manu Garcia, ouais, le prochain. Là. 11 de légende football manager sur une autre émission, et laisse-nous en football. Premier remplaçant, Etienne Dido, c'est bon? Ah, par contre, oui. Parce Ouais. qu'il arrive juste derrière les votes et je pense qu'on peut le mettre sur le banc. Donc, vrai. messieurs, voilà pour ce 4-3-3. La semaine prochaine, on aura nos 3 attaquants et il y aura un grand suspense, j'ai envie de dire, parce que c'est un petit peu serré quand même. Voilà pour ce 11 de légende. Maintenant, on attaque le dur, on attaque le vrai avant que Nabil Taider arrive d'ici une petite quinzaine de minutes. Le rachat du club, messieurs, où en est-on dans ce rachat? On a eu plein d'infos et là, je me dirige vers JB. On en est où, JB? Et quand même, je voulais juste vous faire remarquer que l'info de la semaine sur le possible intérêt de Olivier Létang, il a été annoncé sur cette émission il y a déjà 3 semaines. En effet, c'est vrai. Non, ben, écoute, non, la situation, elle a quand même pas mal. Enfin, il y a eu pas mal d'informations, mais en même temps, elle n'a pas tant changé que ça. C'est qu'il y a toujours un intérêt des Chinois et des Américains avec Xianli et Gauthier Gannet pour racheter le TFC. On a appris que cette même entité voulait, s'intéresser également au rachat de Caen. Et l'équipe dans la semaine a aussi parlé de prix, parce que c'est important le prix du TFC. C'est que finalement, au début des négociations, les Chinois et les Américains avaient négocié avec Olivier Sadran une vente autour de 20 millions en Ligue 1. Et finalement, aujourd'hui, les Chinois et les Américains jugeraient que le club soit plutôt autour de 10 millions, puisqu'il va y avoir des déficits et des soucis financiers liés à la descente et aux gros contrats qui sont encore sur les mains d'Olivier Sadran. Ça, c'est pour la partie chinoise et américaine. Et donc, l'autre information qu'on avait évoqué rapidement il y a 3 semaines dans l'émission et qui a été entre guillemets confirmé par la Dépêche du Midi cette semaine, c'est un intérêt d'Olivier Létang pour arriver au TFC, non pas a priori sous Olivier Sadran, mais pour racheter au moins une part des actions d'Olivier Sadran. Alors, Olivier Létang, lui, il n'a pas l'argent nécessaire pour aligner autant 5, 10, 15, 20 millions d'euros, donc il viendrait éventuellement avec des actionnaires. Ce qui me semble à peu près sûr, et on en avait parlé, c'est qu'Olivier Létang s'intéresse au club. Ça, c'est même si Sadran derrière a démenti, que Olivier Létang dément aussi, il s'intéresse à ce qui se passe au TFC d'une façon ou d'une autre. Ça semble évident. Mais c'est pas un ami de Jean-François Soucas, ça. Non, je pense pas. Ouais. Blague à part, si, ça nous a été dit par Jean-François Soucas qu'il s'entendait très très bien avec Olivier Létang. Ben pourquoi ils ne travailleraient pas ensemble? Mais alors là, il va falloir qu'ils s'accrochent, les amis, dans les bureaux. Je pense que la plus grande information, finalement, c'est qu'au club, il ne se passe rien. Ça fait 10 jours que la descente en Ligue 2 a été officialisée et il n'y a pas eu de communiqué. On ne sait pas si le club fait un recours ou pas. Sadran, Soucas n'ont pas fait d'interview. On ne sait pas avec quel coach. On sait aussi, ce n'est pas un secret, on en avait parlé, que aucun joueur n'a eu rendez-vous avec la direction. Jean-François Soucas a fait un SMS la semaine dernière aux joueurs pour dire bon, ben, ceux qui partent, ciao, et puis ceux qui restent, on se verra plus tard quand on aura la possibilité. Mais il ne se passe rien, absolument rien au club. Les salariés étaient en chômage partiel. Il n'y a aucune décision qui a été prise. Et j'ai envie de dire, on a l'impression qu'il va se passer un truc. On ne sait pas quand, on ne sait pas quoi. Est-ce que ça va être une vente? Est-ce que ça va être une réorganisation totale? Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a beaucoup de rumeurs. Et j'ai un peu envie de dire que on sent que c'est le calme avant la tempête. Voilà. Moi, j'ai une question, JB. Est-ce que Sadran veut encore vendre vraiment?
En fait, on n'en sait rien, en fait. dans cette histoire, il y a un seul mec qui connaît la vérité, Ouais, c'est voilà, Olivier Sadran. c'est lui. C'est Olivier Sadran. Alors, est-ce qu'il veut vendre totalement? Est-ce qu'il veut vendre partiellement? Ou est-ce qu'il veut réorganiser son club? Je ne sais pas. Mais c'est quand même ce qui se passe depuis le début de cette crise sanitaire. C'est quand même un peu paradoxal. Il est complètement absent, puis il revient. Il revient dans le game avec la LFP, avec des sommes astronomiques. On a appris qu'il allait négocier le prêt à 225 millions d'euros avec son plus grand ennemi, Loïc Ferry de Lorient, auprès de la Société Générale grâce à ses réseaux. Il va négocier avec Canal, il va négocier avec Beansport. Il est sur BFM TV, il fait des interviews à l'équipe. Il répond aux rumeurs de rachat. Il y a plein de rumeurs de rachat. Enfin, il se passe des trucs avec lui. On ne peut pas savoir quoi parce que c'est compliqué un peu de savoir la vérité, mais ce serait très surprenant que, je ne sais pas moi, dans d'ici 5 ou 10 jours, on dise bon, allez, on continue avec les mêmes. Allez, Jean-François, tu as le go. On continue avec Denis Zanko. Rappelez les joueurs et on prépare la saison prochaine. On sent qu'il va se passer des choses. Ce n'est pas un secret, il l'avait annoncé. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Les Chino-Américains bloqués, j'ai envie de dire, à cause de Rivière, ça c'est une info aussi qui est sortie dans l'équipe ou RMC, je ne sais plus. Comme quoi Rivière aurait demandé à Sadran de ne pas vendre aux Chino-Américains, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé. Et eux, ils seraient intéressés par Caen aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Jean-Pierre River est en froid quand même avec les actionnaires, avec Chienlit, par rapport à ce qui s'est passé à Nice. Je ne suis pas un spécialiste niçois, mais ce n'est pas les meilleurs amis du monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre fin février et début mars, donc bien avant la crise du Covid, il y avait une réunion à la LFP. Et il devait y avoir un vote pour multiplier par 2 ou par 3 je crois, le montant du parachute donné dès cette saison au club qui descendait en Ligue 2. Puisqu'il faut savoir que quand vous descendez de Ligue 1 en Ligue 2, vous avez une aide financière par rapport à votre longévité en Ligue 1 qui vous permet de mieux descendre, d'assumer financièrement cette descente qui est évidemment avec la perte des droits TV pour certains clubs catastrophiques. On l'a vu avec pas mal de clubs, comme par exemple le Gazélec Ajaccio. Et le vote Jean-Pierre River était déterminant pour que cette loi, cet amendement soit validé. Et ça a été dévoilé par RMC et nous, on est en capacité de dire que c'est Jean-Pierre River qui a effectivement demandé à Jean-François Soucas et Olivier Sadran « Ok, je vote d'accord pour cette multiplication des droits télé. En revanche, vous ne vendez pas au club, vous ne vendez pas le TFC aux Chinois et aux Américains. » Et a priori, Olivier Sadran et Jean-François Soucas auraient rassuré Jean-Pierre River sur ce point, mais c'était bien avant le Covid. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bluff. Oui, on est dans un monde de négociation, c'est pas, voilà, c'est juste une parole. Rien ne l'empêche de quand même vendre le club aux investisseurs chino-américains, quoi. Ok, voilà, messieurs, vous pensez quoi là, de cette situation? Parce qu'on en a déjà parlé, on en parle plus ou moins un petit peu chaque semaine. On est quand même le 9 mai, il n'y a toujours rien qui s'est passé. Ça commence à être quand même un petit peu inquiétant, vous ne trouvez pas? Je ne pense pas inquiétant. Enfin, inquiétant, oui, c'est sûr que s'il se passe encore pendant 15 jours, 3 semaines, on va être complètement en retard parce qu'il faut savoir que dans les autres clubs, on en a parlé, après je te laisse la main, ça s'active dans le mercato, dans l'organisation, mais s'il y a ce blackout complet, c'est qu'il y a des choses qui se préparent. Et c'est Olivier Sadran qui les prépare dans son coin, puisque en interne, des grands cadres du club, ils ne savent même pas s'ils seront là encore dans 2 mois. Vas-y Yves. Alors, on va être factuel. Hein. La première question, c'était est-ce qu'Olivier Sadran veut vendre? Là, on peut répondre de façon sûre, ferme et définitive, puisqu'il l'a affirmé lui-même. Oui, il est prêt à vendre. Après, il est prêt à étudier toutes les propositions, soit vente totale, soit prise de participation. Voilà. Derrière, ce qui fait pencher la balance vers le fait que oui, ça va bouger, c'est qu'il y a de plus en plus de rumeurs. Et quel est l'intérêt d'avoir de plus en plus de rumeurs? C'est comme pour les transferts. Plus il y a d'intérêt, plus le prix grimpe. Bien sûr. La loi de l'offre et de la demande, c'est facile. Et comme dans toutes les affaires, pourquoi ça traîne? Parce que plus tu traînes, plus tu donnes l'impression que tu n'es pas pressé de vendre. Et les déclarations d'Olivier Sadran vont dans ce sens-là, en disant qu'il ne veut pas vendre aux Chinois et aux Américains, qu'il préfère une solution locale. C'est juste gagner du temps, faire traîner les choses en longueur pour montrer que tu n'as aucune obligation de vendre. Et dans la mesure où tu n'es pas obligé de vendre, sont les gens qui veulent acheter qui sont obligés de te faire la proposition plus intéressante. Ce n'est pas toi qui es en train de dire je le vends, c'est tel prix. C'est ouais, je suis prêt à étudier les propositions, mais venez et faites des vraies propositions. Et après, c'est du jeu de dupes. Hein. Comme on l'a tous eu fait en achetant une bagnole d'occasion ou à d'autres occasions, tu négocies. Tu négocies, l'acheteur essaye d'avoir le meilleur tarif et le vendeur essaye d'avoir le meilleur tarif. Donc, c'est juste un jeu de dupes à ce niveau-là. Après, la chose la plus dérangeante,
C'est que le club aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune gestion et donc les joueurs se sentent complètement délaissés. Le gros problème, c'est que ça sort dans la presse et que les langues se délient et que ça s'exprime. Donc, pour l'attractivité, pour faire venir des joueurs dans le recrutement, quand j'entendais tout à l'heure qu'on allait jouer le haut de tableau de Ligue 2, etc., aujourd'hui, un joueur extérieur au TFC qui a vu la saison du TEF, qui a vu les problèmes au TEF, que ce soit les relations supporters-dirigeants, les problèmes joueurs-dirigeants avec le cas Baptiste René au mercato d'hiver, etc., le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu transformes le club en quelque chose d'absolument pas attractif et que s'il n'y avait pas de vente et de changement radical, tu n'as aucun intérêt pour personne parce que qui va vouloir venir se mettre dans un merdier intégral à ce point-là et dans un bateau où il n'y a aucun capitaine aux commandes du navire, puisqu'aujourd'hui, l'impression que ça donne, c'est ça, c'est qu'il n'y a personne aux commandes et que le bateau va à volo. Donc voilà, après, on est toujours dans les mêmes suppositions et ça a même rajouté du flou autour du TFC avec cette rumeur Olivier Létang, vient-il racheter, vient-il prendre des parts, etc., avec qui, comment, dans quelles conditions. Est-ce qu'il y a un intérêt réel ou est-ce que c'est juste du bluff de l'entourage du TFC pour faire monter les enchères avec les Chinois et les Américains? De même que l'intérêt des Chinois et des Américains pour quand? Est-ce que c'est pas pour mettre la pression sur Sadran et lui dire maintenant, si tu veux pas vendre, on s'en fout, on va ailleurs, donc baisse ton prix et viens vers nous. Voilà, c'est toujours le même marché de dupes dans ces reventes. Voilà, il y a le même phénomène qui se passe avec les rumeurs autour de l'OM aujourd'hui. Et voilà, c'est le marché des affaires. C'est ce football ultra business. Et ceux qui payent les pots cassés au final, comme d'habitude, sont les supporters qui ne sont tenus au courant de rien et qui sont pris pour la dernière roue du carrosse, comme on le voit en ce moment avec le mutisme total du club. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge, je crois. Vincent, tu avais des réactions? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt inquiets, on va dire. En tout cas, ils espèrent qu'il y aura une vente du club. Ils s'en fichent un peu à qui tant qu'il y a une vente. Ils se posent pas mal de questions sur le temps, sur le délai d'achat par rapport à la reprise du championnat. Ils ont peut-être l'inquiétude. Il y a aussi pas mal de gens qui se posent la question de la valeur du TEF, à quel prix c'est négocié. Comme réaction, on a aussi Nicolas qui dit que le nombre de burn-out va exploser dans les bureaux du TEF. Et on a pas mal de personnes qui disent pourquoi pas faire venir, si Létang vient au club, pourquoi pas faire venir Ben Arfa, faire un petit lien avec les rumeurs de transfert d'avant. C'est beau de rêver. Non, Ben Arfa, il explose au Real Valladolid. Il montre que c'est un super joueur fantastique avec les meilleures prédispositions pour s'intégrer dans un groupe. Voilà. Ben Arfa, on va peut-être oublier le cas Ben Arfa. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de savoir comment Létang va venir, s'il doit venir, s'il rachète juste des actions de Sadran, s'il vient l'accompagner, s'il rachète totalement. Je pense peut-être que la clé aussi, elle est là, en excluant les Chinois-Américains. Est-ce que c'est lui qui devrait être la bonne solution? Je ne sais pas. Je sais que sur votre site, JB, sur les violets, il y a eu, tu avais plus de 80% qui votaient sur du Létang plutôt que du Chinois-Américain. Il est temps, c'est un nom qu'on a connu. Après, attention, la Dépêche avait fait un autre article en expliquant pourquoi pas il viendrait avec Sadran, c'est-à-dire peut-être un actionnaire majoritaire, mais que Sadran reste dans le club. C'était pas une info, c'était une supposition. Donc, et puis Sadran, il restera dans le club si vraiment. Sadran, s'il reste dans le club, finalement, c'est le sparadrap, ça ne sera pas totalement enlevé. Alors, il faudra voir le pourcentage qu'il aura, mais pour les supporters, tant que Sadran sera là, même si Olivier Létang arrive, attention, parce qu'on connaît Sadran, il aime être interventionniste quand même au sein du club, et on le voit. C'est lui qui a fait le caprice pour recruter Wesley Saïd, 8 millions d'euros l'été dernier. Donc, si tu veux, est-ce qu'avec un Olivier Létang, ça ne pourra pas à un moment donné frité? Je ne sais pas si c'est la très très bonne solution. Après, je suis partisan évidemment d'une totale refonte du club, donc évidemment la vente. Mais si Sadran reste au
club, je ne suis pas sûr qu'Olivier Létang soit une très bonne, une très bonne disposition, un très bon choix. Et je ne suis même pas sûr que Sadran soit très chaud pour ça, en fait. Parce que tant qu'il sera là, les supporters le réclameront. Le TFC, c'est Sadran. Donc, s'il part même un peu, il vaut mieux qu'il parte totalement. Létang, je le vois venir avoir les pleins pouvoirs. Je ne le vois pas forcément avoir une cohabitation avec Sadran. Après, honnêtement, le projet a l'air plus intéressant avec Létang qu'avec les Chinois-Américains. Histoire de construire quelque chose peut-être à long terme. Sur du long terme, c'est beaucoup plus intéressant. Après, Létang, il a fait du sacré bon boulot à Rennes, on l'a vu. Hein, ils ont fait les meilleures saisons de leur histoire. Ils ont gagné le trophée, la 3e place. Ouais, enfin, il ne partait pas d'une table rase à Rennes, attention. Hein. À Rennes, ça fait longtemps que ça fait du sacrément bon boulot sur la vente des jeunes. C'est l'apogée. Le fait qu'il soit arrivé, ça a été l'apogée du boulot qu'a fait Rennes. Il ne faut pas oublier que c'est pas lui qui a fait Rennes, en fait. Rennes s'est fait, il leur a permis de franchir un petit cap, mais on a vite vu aussi qu'il a vite été dérangeant et qu'il a vite dégagé. Donc attention, il y a une énorme hype autour de Létang. Mais Létang, c'est pas le Messi. Il n'arrive pas avec des fonds phénoménaux. Il n'arrive pas, voilà. Et il ne faut pas oublier tout le travail qui a été fait avant lui à Rennes, parce que c'est ce que les gens ont tendance à faire, à croire que Rennes était un club en Ligue 2 comme le TFC et qu'il en a fait un club européen. Ne faut pas perdre de vue que c'est absolument pas ça. Attention. Oui, non, je veux dire juste qu'il a fait franchir un palier à Rennes, en fait. Rennes qui était un club. Un bon club de Ligue 1 de milieu de tableau qui a fait maintenant que Rennes peut jouer le. Il leur a fait franchir un cap. Ouais, il a fait franchir un cap. On avait fait une interview à l'époque sur le site d'un site comme nous, Rouge Mémoire, qui est assez calé sur le Stade Rennais, qui nous disait Rennes était quand même effectivement, comme disait Yves, monté en puissance un petit peu au fur et à mesure des années. Mais avant l'arrivée d'Olivier Létang, plus que sur le plan sportif, au niveau de l'administration et de l'organisation, Rennes était un club professionnel au fonctionnement amateur. Et avec Olivier Létang et son arrivée, c'est devenu vraiment un fonctionnement professionnel au sein des bureaux du Stade Rennais. C'est ce qui a vraiment changé la chose. Et Rennes avait une puissance financière qui est quand même largement supérieure à énormément de clubs en France. Il ne faut pas oublier qui est à la tête de Rennes et la fortune du mec à la tête de Rennes. Hein, attention aussi. Jacques Breda, notre Jacques Breda national, qui nous dit que Olivier Sadran et Olivier Létang, les deux ensemble, cela ne fonctionnera pas. C'est sûr. Sur les commentaires. Emmanuel il vient pour avoir les pleins pouvoirs, certes, mais aussi il viendra avec des moyens, parce que justement, Yves, tu parlais de la hype, Létang. Il n'y a aucune raison qu'ils viennent se faire chier en Ligue 2 à Toulouse où tout est à faire, si ce n'est pas pour viser à moyen terme ou à long terme de jouer l'Europe ou au moins de jouer le top 10 en Ligue 1. Donc on peut au moins avoir cet espoir-là si ça se fait avec Létang, mais on est loin de ça. L'inconnu, ce serait les investisseurs avec qui il viendrait Létang, surtout. Parce qu'il ne viendrait pas seul, quoi. Mais s'il vient, de toute manière, il vient avec un réseau, je pense, et des capacités, pas forcément avec des moyens financiers. Ce sera avec capacité de réseau ou de sportif. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs, il est temps, il est l'heure, j'ai envie de dire, puisque notre invité exceptionnel est en train d'arriver avec nous. Il est en train de se connecter, Nabil Taider. Donc, le voici avec nous. Salut Nabil. Salut, ça va, Jimmy? Allez, je te présente toute l'équipe. Hein. Ah, t'étais derrière. Je te présente toute l'équipe. Salut à toi, Nabil Taider, ancien joueur du TFC de 2001 à 2007. Et ça fait plaisir parce que je l'ai dérangé ce matin pour savoir s'il pouvait participer à l'émission et il nous a dit oui tout de suite. Donc, c'est super sympa d'accueillir un vrai pitchoun comme on l'aime. Ouais, non, c'est gentil à vous d'avoir pensé à moi, surtout. En tout cas, bienvenue et merci. Merci. Non, c'est gentil, ça fait plaisir. Voilà, la première question, c'est comment se passe ton confinement? Plutôt bien, hein, ça va, ça se passe bien, surtout avec les enfants, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah, ça, c'est sûr.
Qu'est-ce que tu fais actuellement, Nabil, puisque tu ne joues plus au foot en professionnel? Donc, qu'est-ce que tu fais? Bon, alors je joue en tant qu'amateur parce que mon frère est président d'un club sur la région du Tarn. C'est les copains d'abord, c'est en régional 3. Donc de temps en temps, pour vraiment pas laisser le football de côté, donc je joue voilà, quand il me laisse jouer tous les 2 ou 3 week-ends, tranquille, je joue pour me faire plaisir, quoi. Mais sinon, rien de spécial. Ouais, Voilà. le niveau R3 pour toi, ça doit être facile, quoi. Non, ça va, ouais. On prend surtout du plaisir et à jouer avec des amis, donc ça leur fait plaisir. Donc, c'est avec grand plaisir que je joue avec eux, franchement. D'accord. Tu suis encore le TFC ou pas? Oui, Ouais. régulièrement, ouais. Bah, je suis les résultats, je vais de temps en temps au stadium parce que comme on est ancien joueur, on a des places offertes par le club, donc j'en profite. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution du TEF Alors, l'évolution du TEF, bon, déjà par rapport à mon époque, Ouais. on a vu, nous, de grands succès. Comme vous savez, on a fait le National, la Ligue 2, on est monté en Ligue 1. Et c'est vrai que ça fait depuis, on va dire, 3-4 ans que les résultats sont un peu en dents de scie. Donc, c'est vrai que ça me fait mal au cœur un peu parce que vu la ville, vu l'équipe qu'on a, c'est vrai que normalement, on devrait jouer dans les 10 premiers, quoi. Mais est-ce que toi, en tant que joueur, enfin en tant qu'ancien joueur, mais tu remarques aussi, parce qu'on parle beaucoup des dirigeants, on parle beaucoup de l'entraîneur, etc. Mais est-ce que tu remarques aussi un problème sur le terrain, puisque tu n'es pas dans le vestiaire, peut-être de comportement de certains joueurs? Parfois, on voit certains joueurs qui sont un peu dilettantes, on voit qu'il y a un peu l'amour du maillot. Et on en parlait avec Ali Hamada, avec Étienne Capou, on voit que même toi, il y avait cet amour du maillot toulousain. Est-ce que tu trouves, toi, en regardant Toulouse, que ces derniers mois, ces derniers temps, ça s'est un peu évadé, tout ça? On va dire qu'on a perdu un peu d'identité du club, quoi. C'est Ouais. ça. Ouais, c'est vrai que bon, je l'ai remarqué, c'est pas que cette année. Hein, en fait, c'est venu depuis 3-4 ans. J'ai dit ça. C'est vrai que les résultats du TEF, ils étaient en dents de scie et on le remarque. Des fois, il y a des comportements qui ne devaient pas y être sur un terrain. C'est vrai. Ouais, je l'ai remarqué, ça. Après, on n'est pas les seuls, hein, même sans connaître le football. Voilà, les supporters, quand ils viennent regarder l'équipe, c'est vrai que les comportements, il y a des comportements qui ne devraient pas arriver sur le terrain. Ça, c'est sûr et certain, ça. Tu penses qu'il y a un événement particulier qui a fait ça ou c'est aussi le football aussi qui devient un peu comme ça en général? Non, pas d'événement particulier, mais c'est vrai qu'après, on a eu des problèmes de recrutement. On s'est trompé beaucoup dans le recrutement. On a fait des erreurs. Donc après, voilà, c'est en accumulant des erreurs comme ça qui fait qu'après, l'équipe s'affaiblit. Et après, on voit les résultats. Sur le long terme, ça ne porte pas ses fruits. Ouais. Olivier Sadran est pas mal critiqué par une frange de supporters. Toi, à ton époque, c'était le Olivier Sadran qui était encore jeune, fougueux, qui intervenait vraiment au quotidien au club. Tu as quoi comme souvenir du président Sadran de 2001 à 2007? Franchement, de très, très bons souvenirs. Moi, je me rappelle la première fois qu'on l'avait rencontré, c'était à Castelmourou, où le club a été rétrogradé en national, donc il avait pris les rênes. Et franchement, il était présent pratiquement à tous les entraînements, il était enthousiaste. Des fois, même le week-end, des fois, il venait faire des footings de récupération avec nous, avec les joueurs. Et il était là, il avait la rage, il accompagnait le groupe. Je me rappelle même en national, le dernier match de la montée, il était venu sur le terrain. Non, franchement, après, je ne pense pas qu'il ait changé. Personnellement, je le connais. Après, ça fait que c'est vrai que ça fait 15 ans qu'il a le club, qu'il est président. Peut-être qu'il y a une petite, je ne sais pas, un léger, pas, comment dire ça, pas ras-le-bol, mais bon, après, il a laissé les rênes à M. Souka, c'est ça, non? Si je connais très bien le club, donc après, peut-être qu'il en avait un peu marre, ou je ne sais pas, tu vois, mais personnellement, moi, quand je l'ai connu, les 5-6 premières années avec qui on a partagé, voilà, quand je suis resté au TFC, franchement, il n'y avait rien à dire. Au top. C'est marrant parce que c'est le discours de tous les anciens joueurs qu'on a pu avoir. Ouais, ben c'est la génération Pichou. Ouais.
Et d'ailleurs, en parlant de génération Pichoun, tu es arrivé à quel âge au TFC? Alors, moi, j'ai fait mes classes au TFC. Ça veut dire que je suis rentré à l'âge de 15 ans. J'ai fait toute ma formation. À l'époque, c'était au CREPS. Ouais. Ce n'était pas au centre de formation actuel, là, qui ont fait un très, très joli centre. Voilà. Donc, c'était au CREPS. Après, je suis resté jusqu'à l'âge de 18 ans à faire toutes mes classes, les U15, U17, la CFA. Et puis, là, on a eu la chance malheureusement que le TFC soit rétrogradé pour que voilà, la génération des Pichounes naisse. Bon, vu ton accent, je pense que tu es originaire de la région. Hein? Ah oui, je suis originaire de Castres. D'ailleurs, c'est là qu'Éric Momberts t'avait repéré, non? C'est ça, pour intégrer Castelmourou. Exactement. Donc, en fait, j'ai un centre de préformation de Castelmourou que vous connaissez. Et en fait, c'est une tranche d'âge qui fait c'est à partir de 12 ans jusqu'à 14 ans. Et à l'issue de ces 2 ans, il y a la plupart des joueurs qui intègrent des centres de formation. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir signer un contrat aspirant à l'époque au TFC. Et ça tombait bien parce que j'étais de la région. Donc, j'ai signé les 5 minutes qui ont suivi, j'ai signé mon contrat. Donc, j'étais très content de rester dans la région. Oui, c'est un peu un centre de préformation, Castelmourou, on peut le définir. Exactement, c'est ça, exactement. Comme une école de foot, mais avant le centre de formation. Exactement. Vous êtes en internat aussi là-bas ou pas du tout? Si, alors on est en internat du lundi au vendredi. Donc, on alterne l'école toute la journée. Et après l'école, on fait des séances d'entraînement qui durent à peu près 1 heure, 1 heure et demie tous les jours. Ok. Avec qui tu as été formé, Nabil? Au TFC? Oui. Alors, au TFC, j'ai été formé avec Christophe Grondin. Je ne sais pas si vous connaissez. Après, ça, c'est ça qui ont été vraiment formés avec moi. Après, Julien Cardi, Thibaut Giresse, ils étaient plus âgés. Donc, je n'ai pas forcément joué avec eux quand j'étais jeune. Parce qu'eux, ils avaient 2 ou 3 ans de plus que moi. Et je les ai connus. Julien Cardi, Thibaut Giresse, Aurélien Mazel, Jérémy Moreau, Blaillac, Benjamin Psom. Tout ça, on s'est connus à l'époque où on jouait tous en CFA. Et l'année d'après, on a intégré la nationale. Donc, c'est là qu'on a fait toutes nos classes. Comment ça se passe, tiens, d'ailleurs, quand on est un pitchoun là, et que du jour au lendemain, on se retrouve à jouer en national avec toute une bande de copains? Franchement, au début, on n'a pas réalisé, en fait. Donc, en fait, de la CFA au national, on va dire que le niveau, il n'était pas assez encore, il n'y avait pas un grand écart. Mais après, c'est vrai qu'arriver en Ligue 2 et Ligue 1, là, voilà, on a réalisé vraiment qu'on avait fait un truc de fou. Mais au départ, non, franchement, on prenait ça avec enthousiasme, plaisir. C'est vrai qu'avec le coach, M. Mombers, avec qui on était entouré, franchement, on travaillait tous les jours. Et voilà, c'était une bande de copains, comme tu as dit, c'était une bande de copains. Il n'y avait vraiment pas d'embrouille dans les vestiaires, que ce soit en dehors ou au dehors. On s'entendait tous bien. Et puis voilà, et ça a fait que voilà, les résultats ont suivi. Ouais, de toute façon, on l'a tous vu, hein, cette génération Pichou, elle a marqué tout le monde. Mehdi, tu as une petite question? Justement, oui, Yves l'a noté. Quand on est au centre de formation, donc on vit une relégation. La relégation, on la prend comment? Est-ce qu'on la prend comme une chance ou on se dit, ah merde, le club est plus en Ligue 1, ça va être compliqué pour nous d'atteindre notre rêve de jouer en première division, quoi? Alors, honnêtement, je me rappelle. Alors, j'ai appris la nouvelle. Moi, j'étais redescendu avec les U17 parce que j'étais encore U17 et j'avais fait les qualifications, en fait, les playoffs avec le TFC. Et on avait vu ça, on avait appris ça, on avait reçu des coups de téléphone du club qui était rétrogradé de Ligue 1 jusqu'en National. Et moi, je l'avais pris mauvaise. Franchement, honnêtement, j'étais énervé et tout. Et moi, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine et tout. Et en fait, quelques semaines après, le coach Mombers m'a appelé, il m'a rassuré. Il m'a dit, Nabil, ne t'inquiète pas. La plupart des joueurs qui étaient en CFA avec moi, on va les intégrer. Ça va être l'équipe première. Vous allez prendre le relais. On vous fait confiance et tout. Donc après, franchement, j'étais soulagé parce que je me suis dit, c'est une opportunité à 18 ans de jouer en national parce que j'étais déjà en équipe de France. Donc, pour moi, c'était le rêve. C'était de jouer avec l'équipe première du TFC. Donc, voilà, c'était un rêve pour moi. Donc, voilà, ça s'est passé. Honnêtement, au début, j'étais un peu fâché, mais quelques semaines après, j'étais content. Est-ce que tu penses que, alors c'est pas national, mais c'est en Ligue 2 et c'est pas la même chose, mais est-ce que tu penses que les jeunes, on a vu pas mal de jeunes ces derniers temps à Toulouse, peuvent
un peu comme vous de cette situation-là et on peut voir éclore des Nabil Taider l'année prochaine. Eh ben, honnêtement, franchement, je pense que c'est la meilleure des solutions pour les jeunes qui étaient en CFA ou qui étaient encore au centre de formation et qui sont susceptibles d'avoir le niveau pour prétendre à évoluer au niveau professionnel. Après, ça, c'est les coachs qui prendront les décisions et tout. Mais moi, je pense que c'est une bonne opportunité. Ça ne sert à rien de partir dans un club de Ligue 1 parce que voilà, les effectifs ils sont complets. La plupart, à part de rester sur le banc, ils ne vont pas avoir l'opportunité peut-être de jouer. Et je pense que c'est une bonne expérience de passer par le National, la Ligue 2 et de monter par la suite en Ligue 1 pour faire toutes ces gammes, quoi. Je pense que c'est très important. Ouais. De l'époque Pichoun, c'était qui pour toi le meilleur joueur du TFC? Le meilleur joueur, à part c'était moi. Non, je rigole. Non, franchement, Achille Mana. Il avait un gros potentiel. Ouais, ça se voyait. Ouais. Tu voyais que déjà, physiquement, techniquement, tu voyais qu'il avait le niveau déjà de la Ligue 1. Facile. Tu l'aurais bien revu au TFC parce qu'il s'est proposé ces derniers mois pour revenir au TFC. Tu penses que ça aurait été une bonne chose ou pour toi, non, la page est tournée et il fallait en rester là, comme ce qu'avait dit Olivier Sadran d'ailleurs? Franchement, honnêtement, je ne sais pas trop parce que je ne l'ai pas suivi. Son parcours professionnel, je l'ai arrêté il y a 2-3 ans à peu près à Achille. Donc, je ne sais pas s'il jouait. Si franchement, il avait encore les capacités, comme moi je l'ai connu, bon, malgré son âge, on s'en fout de l'âge. Mais je pense qu'il aurait pu aider. Même s'il n'aurait pas été titulaire, mais ne serait-ce que de le mettre dans le groupe. Dans le vestiaire. Voilà, dans le vestiaire, avoir un peu de concurrence, titiller un peu les joueurs actuels. Moi, je pense que ça aurait fait du bien. Franchement, ça n'aurait pas pu être pire que ça. Non, je pense. Hein. Non, ça aurait pu être une bonne opportunité, mais on ne le saura pas, malheureusement. Ton plus beau souvenir avec le TEF, Nabil, c'est quoi? Plus beau souvenir, il y en a beaucoup des souvenirs au TEF. Hein. Oh, des beaux. Tu peux en prendre plusieurs. Hein. Alors, mon premier contrat professionnel signé avec le TEF. Ça veut dire que j'ai fait mon travail, j'ai été récompensé. Et donc, ça, c'est un premier souvenir. Mon deuxième souvenir, la montée de National en Ligue 2. Magnifique. Et l'un des plus beaux, c'est la montée de champion de France de Ligue 2 et la montée en Ligue 2. Ça a été le summum, celui-là. Et juste sur ton premier contrat pro, qui c'est qui, quelque part, fait un peu le forcing pour vous faire signer les contrats, etc. Non, en fait, ce n'était pas un forcing. Déjà, en fait, au tout début du championnat de national, en fait, il y a le président, le coach et tout qui nous ont tous réunis aux jeunes et ils nous ont dit, voilà, il y a un protocole. Tous les joueurs qui font à peu près une vingtaine de matchs, à peu près, je me rappelle sans être précis, mais à peu près une vingtaine de matchs, automatiquement, l'année d'après, si on monte en Ligue 2, ils vont signer leur contrat professionnel. Donc, c'était un peu une carotte, quoi. C'était faites-vous plaisir, donnez-vous à fond, ayez les résultats escomptés et puis vous serez récompensé à la fin. Et ça a été le cas. D'ailleurs, à l'époque, vous avez eu un peu de chance parce qu'on finit quand même 4e de national. Et cette année était particulière parce que c'était la Ligue 1 qui passait à la place de la D1 et des deux. Exactement. Et vous montez une extrémiste et heureusement parce qu'après, vous êtes champion de Ligue 2 quand même. C'est ça, exactement. C'est vrai, tu as de bons souvenirs. C'est vrai. Cette année-là, en fait, en national, il y avait 4 montées. Et c'est vrai que, franchement, les 10 derniers matchs de national, je me rappelle, on était en mauvaise posture et on se posait des questions. Putain, on se disait, si on ne monte pas et tout, ça va être chaud. Peut-être que le club, il va perdre le statut professionnel et tout. Donc, franchement, on a mis les bouchées doubles et au final, on est monté. Avec un peu de chance, mais on est monté. Ouais, c'est même Clermont qui est champion cette année. Je le sais. Wow. C'était encore à l'époque. Je ne me rappelais pas que c'était Clermont, mais moi, je me rappelle qu'on avait eu vraiment chaud aux fesses. Les 10 dernières journées, je me rappelle que c'était un peu chaud. Mais bon, le final, c'est qu'on est monté. Et ça s'est joué à Angers, d'ailleurs, la montée, tout comme la remontada en 2013. C'est ça, exactement. Nabil, tu as été international tunisien à 4 ans. Oui. Pourquoi la Tunisie? Alors, ce choix, honnêtement, je vais t'expliquer un peu. Alors, comment ça s'est passé? Moi, j'étais en équipe de France Espoir. Et en fait, il y a une loi. Je joue avec les espoirs, moi. Et le coach Mombers, moi, il m'incitait en fait à rester pour jouer pour la France. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, Nabil, tu as les capacités, tu fais les espoirs. Et moi, je crois en toi.
as le potentiel pour jouer avec l'équipe de France A. Ne t'inquiète pas, ne prends pas ce choix parce que la Tunisie m'avait déjà contacté pour faire la Coupe du Monde. Je me rappelle, il y avait la CAN aussi. Et moi, j'étais jeune, mais je ne pensais pas à tout ça, moi, en fait. Moi, voilà, mon club, c'était Toulouse. Tout ce qui était sélection et tout, moi, je ne faisais pas trop attention à ça. Mais bon, donc j'ai joué avec les espoirs. Et en fait, il y a la sélection tunisienne qui m'a contacté. Ils m'ont, voilà, on va dire qu'ils m'ont séduit un peu. Donc, ils m'ont dit, écoute, tu dois prendre une décision parce qu'il y a une loi qui va passer. C'était à 21 ans résolu. Tu dois prendre une décision. Après tes 21 ans, tu ne peux plus choisir. Et en fait, c'était l'histoire des binationaux maintenant, en fait, par rapport à la France, à l'Algérie. Il y en a beaucoup des joueurs algériens qui ont fait comme ça aussi, des joueurs maliens. Bon, voilà, c'était une nouvelle loi. Et en fait, cette loi, à l'époque où j'avais pris cette décision, elle n'était pas encore passée. Donc, j'ai attendu 4 ans pour jouer avec l'équipe de Tunisie. Donc, ça veut dire que j'ai attendu jusqu'à l'âge de mes 26 ou 27 ans. Mais bon, malheureusement, voilà, moi, je ne le savais pas. Donc, j'ai pris cette décision, j'ai arrêté les espoirs et au final, j'ai attendu 4 ou 5 ans pour jouer avec l'équipe nationale tunisienne. Ton frère, lui, Saphir, joue avec l'équipe internationale algérienne. Ouais, c'est original quand même. Ouais, en fait, je t'explique, parce que ma mère est algérienne et mon père est tunisien. Donc, comme on ne voulait pas de jaloux dans la famille, je dis, Saphir, écoute, si un jour tu es international, toi, tu choisis l'Algérie, moi, j'ai déjà pris la Tunisie. Bon, moi, c'est équitable. Ça met de l'ambiance au repas de famille ou pas? Oui. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Quand des fois, il y a Algérie, Tunisie à la CAN ou des trucs comme ça, c'est chaud. Ouais. Non, mais bon. Après, c'est vrai que c'est original parce que c'est rare hein, que dans une équipe voilà, dans une famille, qu'il y en ait un qui ait joué pour la Tunisie ou l'Algérie ou pour 2 sélections opposées. C'est vrai que c'est rare. Et est-ce que le troisième va aller en équipe de France? Ah, le troisième, pour l'instant, il en est loin. Hein. Il est professionnel. Là, il est sans club, il en est loin. Mais bon, on ne sait jamais, pourquoi pas. C'est lui qui prendra la décision. Hein. Et d'ailleurs, comment t'expliques que ton frère Saphir n'ait pas joué au TFC? Ça, franchement, je ne pourrais pas te l'expliquer, mais c'est bizarre parce que, honnêtement, il était passé au centre de préformation de Castelmourou comme moi. Il avait fait les mêmes classes, en fait. Il avait fait le même club, le même centre de préformation. Et moi, je pensais, franchement, honnêtement, qu'il avait les capacités. Mais bon, à l'époque, il s'est avéré que les scouts, comment on appelle ça, les scouts de Toulouse n'ont pas su flairer son talent. Mais bon, après, il est parti à Grenoble. Il a été formé à Grenoble, toute sa formation. Et puis, au final, c'est Grenoble qui a eu raison. Après, j'ai envie de te dire qu'il n'a pas joué encore au TFC. Parce qu'il a l'Impact Montréal, mais il peut encore venir chez lui. C'est possible, hein. Franchement, moi, j'aimerais bien. Hein. Franchement, en plus, il est encore jeune, il a 28 ans. Donc, franchement… Ça ferait une belle recrue pour l'année prochaine. Bon, je ne pense pas qu'il viendra en Ligue 2 quand même. Mais, bon. Mais franchement, s'il remonte en Ligue 1, ce serait déjà une bonne recrue pour le TEF et ce serait une bonne opportunité aussi pour lui. C'est clair. Vincent, tu as des petites questions pour Nabil des internautes. Oui, salut Nabil, on a pas mal de commentaires sur la vidéo. On a pas mal de gens de Castres, de Lavaur, aussi de ta famille qui réagissent. Si vous voulez que tu racontes un peu tes débuts de footballeur, tes débuts dans ta ville natale, comment tu as découvert le foot, tes premiers clubs. Alors, le foot, je l'ai découvert déjà via ma famille, mes oncles et tout, c'était des footballeurs dans l'âme. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai eu un ballon dans les mains. Donc, j'ai commencé à l'âge de 6 ans au club de Castres. Ça s'appelait à l'époque l'Étoile sportive casteraise. Donc, j'ai fait toutes mes classes, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Après, j'ai intégré le centre de préformation de Castelmourou pendant 2 ans. Mais je continuais encore à jouer avec l'Étoile sportive casteraise. Et après, à l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai intégré le centre de formation de Toulouse. Et puis, voilà, j'ai fait toutes mes classes jusqu'à devenir professionnel au sein du Toulouse Football Club. Yves, tu as une petite question? Exactement. Moi, j'ai une question pour toi, c'est de savoir un peu… Ah merde, j'ai bugué. Non, dis-moi. On t'entend, on voit plus la vidéo. Je t'entends. C'est de savoir comment on se sent justement quand on sort du centre de formation et des jeunes et qu'on se retrouve au premier entraînement dans un club totalement en déliquescence, puisque les premiers entraînements de national,
il n'y avait rien, il n'y avait plus de matériel, il n'y avait plus rien, et qu'on débarque et qu'on se retrouve à l'entraînement face à Prunier, Revaux et ces vieux briscards-là qui n'auraient jamais dû, dans un monde logique, se retrouver là et rester là, en fait. Ben déjà, nous, en tant que jeunes qui sortaient de la CFA, nous, on était enthousiastes. Mais c'est vrai qu'il y avait Christophe Revaux, William Prunier, Stéphane Lièvre. Et par la suite, il y a eu Anthony Bancarel qui est venu par la suite. Mais c'est vrai que moi, je leur tire mon chapeau parce que déjà, d'être rétrogradé comme ça en national et d'être resté, franchement, moi, je leur tire mon chapeau. Après, pendant toute l'année, ils étaient derrière nous, ils nous ont encadrés, ils nous ont donné de l'expérience parce que voilà, c'était des joueurs de Ligue 1. William Prunier, il avait joué à Manchester, il avait joué à Naples. Christophe Revaux, c'était un gardien de top niveau. Stéphane Lièvre, je le connaissais un peu moins, mais bon, c'était un joueur de Ligue 1. Mais franchement, moi, je leur tire mon chapeau et c'est grâce un peu à eux qu'on est monté et qu'on a fait tout ce beau parcours avec les Pichous. Sans eux, je ne pense pas qu'on y serait arrivé. Moi, je vais revenir. Donc, tu as joué plus d'une centaine de matchs au TEF entre le National, la Ligue 2, mais tu as aussi connu la Ligue 1 pendant, je ne dis pas de conneries, 2 saisons et demie, 3 saisons. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, il y a eu quelques blessures et puis un départ. Comment ça se passe justement? Est-ce que tu n'as pas des regrets de cette période-là? Parce que tu es arrivé dans le bel âge, quoi. Alors, honnêtement, bon, ça s'est très bien passé. À un moment donné, en fait, M. Mombers en fait, avait quitté le club. Donc, ils ont fait appel à un nouvel entraîneur, c'était M. Bop, Eli Bop. Et en fait, voilà, il me restait à peu près 2 ans de contrat, mais bon, moi, la première année avec M. Bop, on va dire la première partie de saison, je n'avais pas joué énormément. Donc, j'avais pris la décision de partir à Lorient pour avoir un peu plus de temps de jeu, donc ce qui a été le cas. Donc, j'ai joué un peu plus à Lorient. Et en fait, la saison d'après, je suis revenu et il me restait 1 an de contrat. Et j'ai senti voilà, que je n'étais pas forcément dans les plans du coach. Donc, j'ai pris la décision de résilier mon contrat et de partir et d'avoir du temps de jeu dans une autre équipe. Mais bon, au final, franchement, j'aurais dû rester. Ouais, c'est un petit regret. Tu as le regret vu la saison où tu pars, quoi. C'est quand même la saison. C'est ça, c'est la saison de la 3e place, si je ne dis pas de conneries. Non, en fait, j'étais là. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est la saison d'après. Et le club, en fait, a failli descendre. Mais en fait, la saison d'après, j'aurais dû rester parce que c'était le coach Kaza qui avait repris les mains du club. Et voilà, le coach Kaza, il me connaissait parfaitement bien parce que je l'avais eu sous les ordres de Mombers. C'était l'adjoint de Mombers. Donc, mais bon, c'est un regret. Après, c'est comme ça. On fait des choix et il faut les assumer, les accepter. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit regret. Et toi qui étais de l'intérieur, justement, comment tu as vu un petit peu cette montée en puissance de Casanova? Parce qu'il faut savoir qu'avant, il était adjoint avec Eli Bop. Tu le voyais devenir entraîneur du TFC et rester aussi longtemps au club? Franchement, non. Franchement, honnêtement, non. Parce que moi, je l'ai eu quand il était adjoint aussi de Montbert. Ça veut dire que je l'ai eu en National, je l'ai eu en Ligue 2, et je l'ai eu pendant 3 ans en Ligue 1. Ouais. Et honnêtement, franchement, je ne pensais pas qu'il allait devenir aussi bon. Parce que c'est un bon entraîneur. Hein. Malgré les critiques et tout, c'est un très, très bon entraîneur de Ligue 1. Et en plus, ce qu'il a fait à Toulouse pendant des années, c'est magnifique. Franchement, c'est respect. Après, voilà, ces derniers temps, c'est vrai que quand il était revenu, je pense que ça a été une décision, ça n'a pas été une bonne décision, je ne pense pas. Parce que quand on part, de revenir comme ça, parce qu'il était parti voilà, sur un piédestal et de revenir comme ça et de partir sur un échec, voilà. Mais bon, franchement, respect à lui. Mais je ne pensais pas du tout qu'il allait devenir entraîneur. Mais il avait de bonnes capacités cachées. Alors, je ne m'imaginais pas du tout. Anthony. J'avais une question aussi, Nabil, sur les jeunes. Tu suis encore le TFC et il y en a beaucoup qui sont très prometteurs, on va dire. Quel est ton avis sur ces jeunes prometteurs? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors déjà, je pense qu'il y a 2 ou 3 jeunes. Gonzalves, non? Qui est prometteur. Oui. Il y a Amiens, mais lui, il a déjà joué en Ligue 1. Lui, j'aime bien aussi. Après, les conseils que je pourrais leur donner, c'est franchement le travail, avoir les pieds sur terre, être bien entouré surtout, que ce soit pour les agents, pour tout ce qui est en dehors du football. Et puis voilà, le travail. Et toujours le travail. Et puis voilà. Hein. Après, il y a le talent qui parle aussi. Mais avec le travail, je pense que voilà, ils pourront arriver à faire une très, très belle carrière avec les qualités qu'ils ont.
Et surtout de rester au TEF. Il faut qu'il reste au TFC en Ligue 2. Il ne faut pas qu'il parte. Et qu'il remonte le club en Ligue 1. Voilà. Après, ils pourront partir. D'accord. Ça nous va. Tu disais que tu suis un peu le club encore aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'il y a des jeunes, des joueurs dans l'effectif que tu aimes en particulier ou dont tu penses qu'ils ont vraiment un avenir Sankaré. Ouais. Très, très, très bon joueur avec gros potentiel. Très bonne présence physique, techniquement à l'aise. Je pense qu'il va faire une très belle carrière, lui. Ouais. Il va devenir. Bon, je ne sais pas s'il est déjà international. S'il est déjà international, non? Oui. Ouais. Ouais, donc, une carrière très prometteuse. Après, comme j'ai dit, Amiens, j'aime bien aussi. Après, les autres, je ne connais pas trop. Après, voilà. Bah, je pense qu'il y a de bons jeunes derrière qui vont arriver. Je pense, le centre de formation du TFC. Bon, c'est vrai que ça fait quelques années qu'ils ne sortent pas trop de joueurs, mais bon, c'est plus la génération Kapou, Tabanou, Sissoko. Ça fait longtemps, ça. Ça va revenir, ça va revenir. J'espère qu'il va y avoir une génération comme ça aussi. Est-ce que David Schneider se voit un avenir au TFC et en quoi? Alors, je te dirais honnêtement, là, j'ai pris la décision là, cette année de passer mon diplôme, le BEF. Donc, j'ai fait appel au TFC pour voir s'il y avait une place pour être soit coach ou soit adjoint d'une équipe de jeunes. Donc, je vais attendre leur réponse. Et pourquoi pas, oui, moi, ce sera avec grand plaisir, franchement. Le TEF m'a donné beaucoup. C'est vrai que je leur ai donné, mais il me manque encore un petit peu, un bout de truc à donner. Donc, si je pourrais leur donner un peu de mon expérience en tant que footballeur à des jeunes, pourquoi pas, scout ou entraîneur adjoint, entraîneur d'une petite équipe, c'est avec grand plaisir. Franchement, ce sera avec grand plaisir. Nabil, sachant que tu as des matchs en professionnel, que tu en as plus de 200, le BEF, tu l'as pas d'office, tu es quand même obligé de le passer? Ouais, je suis obligé de le passer. Le BMF en fait... que tu as d'office, du coup. Comment? C'est le BMF que tu as déjà acquis. Ouais. Et donc, le BEF, donc, voilà, je vais le passer à Castelmourou. C'est sur une année. Et je dois prendre une équipe à 11 jusqu'à l'âge à partir des U11 jusqu'à U19. Et puis voilà, les prendre en charge pendant un an, leur faire des entraînements, 2 ou 3 par semaine et les accompagner le jour du match. Donc, c'est passionnant. Je ne sais pas si je suis fait pour le terrain. On verra bien. Écoute, si tu veux donner un coup de main à Cugno, moi, j'entraîne les U15. Je t'accueille avec grand plaisir. On en reparle en privé. Du coup, Nabil, tu te vois rester dans le foot parce que pour l'instant, tu n'as pas forcément pensé à une reconversion. Tu te vois dans le foot, tu veux faire autre chose, tu es encore en train de réfléchir? Non, honnêtement, je pense que je vais rester dans le foot. C'est ce que je sais faire de mieux. Donc, je pense que je vais rester dans le foot, soit en tant qu'entraîneur. Donc, je vais essayer cette année ce que ça va donner. Si j'ai vraiment ce truc-là pour pouvoir entraîner, ou sinon, ça peut être en tant qu'agent, en tant que directeur sportif, rentrer dans un organigramme de club, à donner des conseils. Ou voilà. Je ne sais pas, on verra bien, mais c'est sûr que je vais rester dans le foot. Ouais. C'est sûr. Moi, j'ai une dernière question sur l'époque Pichoun, puisque à ce moment-là, il y a eu beaucoup de joueurs dont on a eu l'espoir qu'ils feraient vraiment une bonne carrière. Il y avait toi, il y avait Obé, Emana, des joueurs comme ça. Peut-être un peu Forêt aussi. Vous avez tous une bonne carrière dans des premières divisions, mais il n'y en a aucun de vous qui a vraiment explosé. Comment tu expliques ça? Est-ce que tu penses que juste il y a eu un gros effet de groupe avec les Pichoun? C'est ça qui vous a permis d'avoir une aura à l'époque? Ou est-ce que vous auriez pu prendre des chemins un peu plus... connaître des clubs un peu supérieurs encore? Non, honnêtement, je t'explique. Franchement, honnêtement, je pense qu'on a fait des mauvais choix à un moment donné. Ouais. Parce que franchement, honnêtement, jouer en Ligue 1 à Toulouse ou jouer en Ligue 1 à Bordeaux ou à Lyon, bon, à l'époque, c'est vrai que c'était une grande équipe. Je ne sais pas, je vais prendre une autre équipe, Saint-Etienne. Franchement, ça n'aurait pas changé parce que nous, quand on jouait en Ligue 1, franchement, on avait le niveau. On avait montré qu'on avait des capacités et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on était dans un autre cocon. C'est vrai qu'à Toulouse, on était notre cocon familial, on était avec des potes, on connaissait bien le coach, on avait des relations particulières, je veux dire, avec lui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être que déjà, on a fait des mauvais choix, ça c'est sûr. Peut-être qu'on s'est relâché. Et voilà, mais c'est vrai qu'honnêtement, moi, j'ai des regrets, que ce soit pour moi ou peut-être, tu as donné un exemple, Lucien Aubé. C'est vrai qu'on normalement, on aurait dû faire de meilleures carrières que ça. Jouer dans des top clubs.
sans dévaloriser Toulouse, mais c'est vrai qu'on aurait joué dans des top clubs, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est vrai. Vas-y, Mehdi, vas-y. Ouais, mais j'ai une question justement sur ta carrière, parce que tu as quand même pas mal voyagé entre la Grèce, la Turquie, l'Italie, la Turquie. Et comment tu l'expliques ça? C'était pour continuer à jouer au foot en pro? C'était pour découvrir des cultures des pays? Voilà, comment t'expliques ça? Non, après, c'est des opportunités qui se présentaient à moi. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai beaucoup voyagé. C'est vrai, la Grèce, la Turquie, comme tu as dit, l'Italie. Après, voilà, on apprend une autre culture de football, on apprend une autre langue, on apprend voilà, à se débrouiller parce que ce n'est pas spécialement facile de partir dans un pays qu'on ne connaît pas. Surtout que j'étais, bon, 25 ans, ça va, c'est pas trop vieux, mais bon, c'est assez jeune. Donc, c'est vrai qu'il faut assimiler tout ça. Mais bon, après, c'est des expériences qu'on prend et que par la suite te fait grandir en tant qu'homme. J'ai une question sur la fin de ton parcours. Donc, tu as fini à Blagnac. Et si je ne dis pas de bêtises, le coach, c'était Wilfried Niflor, que tu as dû connaître au centre de formation. Est-ce que c'est ça la raison? Et est-ce que la Bulgarie aussi, lui qui a joué, c'était peut-être sous ses conseils, j'en sais rien. Hein. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était parce que tu étais en lien avec lui? Non, pas du tout. La Bulgarie, non, c'est rien à voir avec Wilfried. Parce qu'avec Wilfried, c'est vrai que quand il était parti du TFC, après, on n'avait plus de contact, on ne s'était plus donné de nouvelles. Et c'est vrai que le truc, quand je suis revenu à Toulouse, en fait, j'ai su qu'il était entraîneur déjà de Buret, je pense, mais des jeunes. Et en fait, après, il a eu la chance d'avoir l'équipe première de Blagnac. Et on s'est appelé au téléphone, on a renoué les contacts. Et puis, il m'a proposé de venir. Et moi, j'ai accepté, hein, avec grand plaisir. Hein. Et puis, franchement, c'est un bon coach. Hein. C'est un très bon coach. Parmi toutes ces villes, tu nous conseilles quoi pour partir en vacances? La Grèce, hein, c'est pas mal. Ouais, la Grèce, c'est pas mal. Je note, parfait. Le soleil, c'est pas mal. Il y a un personnage assez mystérieux au TFC qui est un des rares, avec d'ailleurs Olivier Sadran, à être toujours au club. Et Stéphane Jackie. Alors, et Jackie, et tu as raison, et Jackie Tellière. Mais alors, du coup, il y en a un quatrième. C'est Ali Rachedi. Alors, pour les supporters, aujourd'hui, Ali Rachedi, c'est un peu un mystère. On ne sait pas vraiment s'il est toujours au club, s'il n'est pas au club, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. À ton époque, il était quand même beaucoup plus actif et officiellement, en tout cas, toujours dans l'organigramme. Enfin, il était beaucoup présent, oui, c'est clair. Voilà. C'était qui comme personnage? C'était quoi pour vous, Ali Rachedi, à l'époque? C'était le directeur sportif. Directeur sportif. Exactement. Ouais, il était passé en tant qu'agent auparavant et après, en fait, il a réussi à intégrer le TFC en tant que directeur sportif. Donc, c'est lui qui faisait tous les recrutements. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il y avait Okolic, il y avait plusieurs joueurs qui venaient des pays de l'Est. Donc, c'est lui qui avait fait tous ces recrutements. Ouais. Et je ne sais pas, je ne sais pas s'il est toujours au club. Ah bah tu poses la bonne question. Oui, il est toujours au club, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, comment, mais il est toujours au club. Officiellement, dans l'organigramme, il n'apparaît pas puisqu'il est retraité depuis quelques années. Si, il est dans l'organigramme du site officiel. Il est dans la cellule de recrutement. Voilà, mais il est toujours là. Okay, ouais. Ouais, je sais pas. On t'entend plus très bien, Nabil. Tu as dû mettre quoi sur le micro? Comment? Ah oui, là, on n'entendait plus. Non, pourtant, je connais le club, mais c'est vrai, je l'avais rencontré 2 ou 3 fois, mais je ne pensais plus qu'il travaillait au club parce que les directeurs sportifs, c'était Domi, non? À Ribagé? C'est pas Domi? Et Panchi? Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Ah, il n'y en a pas? Panchi est coordinateur sportif. D'accord. Donc, c'est assez flou. Mais il n'y a plus de directeur sportif. Dominique était responsable de la cellule de recrutement. Mais il n'y a plus de directeur sportif. Je vais poser mon CV. Exactement. Nabil, on parlait de coaching, etc. tout à l'heure. Quel est le coach qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Éric Mombers. Il m'a eu depuis l'âge de 12 ans. Ça veut dire qu'en fait, il me connaît parfaitement. En tant que joueur, franchement, il me connaît parfaitement. Et puis, c'est lui qui m'a lancé. Donc, je lui dois tout mon respect. Et, voilà, et lui dire merci. Hein. Non, c'est Mombers. Et en plus, c'est un très, très, très bon formateur. Franchement, il n'y a rien à dire. En tant qu'entraîneur de Ligue 1, il a des capacités et tout, mais franchement, c'est l'un des meilleurs c'est le meilleur formateur pour moi. Franchement, il n'y a rien à dire.
C'est pour ça qu'il avait pris les espoirs derrière. C'est ça, exactement. Non, franchement, il est fait pour ça. Pour être formateur, c'est l'un des meilleurs. Franchement, il n'y a rien à dire. Et qu'aujourd'hui, il a du poids à Manchester City, justement, sur la formation. Oui. Voilà, c'est pour ça, parce qu'il prennent, franchement, c'est pas pour rien. Mais le TEF n'a pas un partenariat avec Manchester City, non? Dernière nouvelle, non? Non. Oula, la ville C'est sensible, là. Là, tu mets le doigt sur des gros sujets, là. Non, mais c'est vrai, parce que ce serait une bonne opportunité, tu vois, parce qu'il y a des jeunes peut-être qui ont des capacités et des jeunes de Manchester City qui n'ont pas les capacités pour jouer en Première Ligue et pour espérer se faire prêter au TFC pour essayer de faire remonter le club ou de mettre le club en valeur s'il remonte en Ligue 1. Alors, tu veux la version officielle du club ou la version officieuse? Officieuse, c'est mieux. Officielle du club, non. Alors, l'officiel du club, elle n'est pas piquée des hannetons quand même. Hein. La version officielle du club qu'Olivier Sadran nous a donnée, c'est que Manchester City a fait le tour, a étudié le rapport du football à la ville, etc., l'implication du club autour de la ville, l'implication des gens par rapport à la vie du club, et qui se sont dit qu'à Toulouse, il n'y avait rien à faire avec le football, parce que les gens n'aimaient pas assez le football à Toulouse, pour que ce soit intéressant pour Manchester City. Franchement, avec la ville que c'est, avec le potentiel qu'il y a, moi je te parle, général, ce que j'en pense, moi, je vais te dire honnêtement, avec tous les quartiers populaires qu'il y a, avec toutes les villes à côté qu'il y a, et la ville que c'est Toulouse, franchement, c'est bizarre qu'il n'y ait pas des cracks tous les 2 ans ou 3 ans. À Lyon, franchement, une ville qui est similaire, regardez tous les cracks qui sortent. Benzema, les Fekir, les Ben Arfa, les Gonalon, je ne sais pas, il y en a plein d'exemples. Une ville comme Toulouse, normalement. Les Touzards. Comment ça se fait qu'il n'est pas venu à Toulouse? Qui est de Rodez et qui n'est jamais passé par le TEF. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Non, mais il y a un problème dans le recrutement. C'est pas possible. Il y a un problème dans le recrutement des jeunes joueurs. Soit les scouts, ils ne voient pas ou il y a un petit souci. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés comme toi par Castelmourou, qui sont actuellement en Ligue 1. Il y a Alexandre Djikou aussi, qui est un très bon défenseur de Ligue 1, qui sont passés par Castelmourou. Et il n'y a pas eu la continuité comme tu as pu l'avoir toi avec le TFC. Ils ont fait un petit peu comme ton frère. Ils sont partis ailleurs, quoi. Le TFC ne les a pas pris. Mais il y a pas mal de joueurs de Ligue 1 qui sont aussi passés par Castelmourou et qui n'ont jamais mis le TFC. C'est bizarre, hein, c'est ça que je ne comprends pas. Normalement, Castelmourou, ça doit être un vivier pour le centre de formation du TFC. Je pense que 50%, normalement, 50%, ils devraient signer au TFC. Je pense. Hein. Nabil, on va te donner la mission de résoudre le problème et de nous ramener les jeunes de Castel au TFC. Franchement, avec plaisir. Moi, si je peux aider le club à remonter en Ligue 2 et à avoir des pépites tous les 2 ou 3 ans, moi, c'est un plaisir. Comme ça, au moins à la télé, ce serait franchement, un énorme plaisir. Hein. Il n'y a pas de souci, moi. Nabil, avant qu'on termine tout ça, pour finir, est-ce que tu as un petit mot à tous les supporters qui nous regardent? Un petit mot, déjà, il ne faut pas qu'ils lâchent le club. C'est vrai que c'est des moments difficiles. Voilà, une descente en Ligue 2, ce n'est pas facile à digérer, mais bon, il faut être derrière le club, comme ils l'ont été 10 ans auparavant ou 15 ans quand on a été rétrogradé en national. Et je pense qu'il y a des beaux jours qui vont arriver. Voilà, la Ligue 2, ce n'est pas insurmontable. J'espère que l'année prochaine, ils vont bâtir une bonne équipe autour de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés pour que le club remonte et puis qu'on puisse vivre de bons moments au stadium et une remontée en Ligue 1 à la fin de la saison prochaine. On espère tous. On l'espère tous, en effet. Et vous noterez tous que Nabil refuse de vieillir parce que c'est 10 ou 15 ans depuis la dernière relégation. Ouais, voilà, ça fait 18 ans. On est presque à 20 ans maintenant. Presque. De la relégation nationale. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Avant de finir nos émissions, Nabil, nous, on a toujours la petite coutume de terminer par un petit quiz. Est-ce que tu restes avec nous pour participer au quiz? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, beaucoup de deuxième degré. Il va falloir s'armer de deuxième degré, voire de troisième degré. Et tu vas voir, c'est un peu la foire, mais bon. Nathan, je me tourne vers toi. C'est toi qui nous a préparé le quiz pour cette semaine. Allez, ben c'est parti. Donc, on va faire un quiz divisé en 2 parties. Donc, une première partie sur les lanternes rouges qui ont marqué l'histoire de la Ligue 1. Et la seconde concernant des rachats de clubs, des tentatives de rachat, toujours en France. Du coup, on va faire du chacun pour soi. Il y a des questions de rapidité, des tours de rôle. Et je l'énonce en début de question, du coup. Est-ce que vous êtes prêts? Tu as décidé de nous donner de l'espoir, quoi. Ouais, c'est ça.
Nabil, j'espère que tu as une bonne Wi-Fi parce que JB a une très bonne connexion. Ah ouais? Ouais, t'inquiète. Allez, c'est parti du coup. Première question, donc rapidité. Donc saison 2010-2011, un petit poussé du nom de Arles-Avignon s'invite dans l'élite, mais termine le championnat à la dernière place avec le même petit point. Dans quelle division est-ce qu'ils évoluent aujourd'hui? En R3. Il n'existe plus. Il n'existe plus, non? Qui a dit R2. Moi. Ouais, un point pour Nabil. C'est quoi la réponse? Donc, ils sont 11e de Régional 2 à l'heure actuelle, mais donc hypothétiquement rétrogradés à R3. Mais voilà, ils sont officiellement. Moi, je parlais de l'année à R2. prochaine. Voilà. Tu veux un demi-point ou pas? Bah ouais, grave. Moi, je lui donne un demi-point, allez, demi-point Ah, chacun. t'es gentil, merci Nabil. Et dans notre grande bonté, on avait été le premier club à aller perdre chez eux sur cette saison-là. Ouais. Bon, seconde question, toujours rapidité. Lors de quelle journée vont-ils être officiellement relégués? Donc, Arles-Avignon. La 23. Non, 26e. 32. 26, ouais. 27, allez. Non, 26. 28. 23. 25. 31. 33. Ouais, 31 JB. 29. Merci. C'est Avant évident. Donc, comme l'a si bien rappelé Yves, donc il y a un valeureux club qui va leur offrir leur 3e victoire de la saison à la 36e journée. Donc voilà, c'est On offrait pour le déjà, TF pour des donner de cadeaux. l'espoir cette saison. Troisième question, rapidité toujours. Depuis la saison 2001-2002, quelle équipe a le plus de fois terminé lanterne rouge? Metz. Amiens. 3. 3, Qui a dit ouais. Metz? Moi. Ouais, un point pour Vincent. Dommage, mais dit. Et le second, c'est qui? cette équipe, en fait. Camille aussi, je crois, elle a dit. Hein. Camille aussi l'a dit. Ouais. Ouais, on l'a dit en Ouais. même temps. Et le second club? 3. Ouais, c'est Amiens. 3. Qui c'est qui l'a dit? Mehdi? Mehdi. Allez, bon Mehdi, je fais comme le TFC, je distribue des points, hein, donc cadeau pour toi. Alors, rapidité. Quatrième question. Quel joueur actuel de l'effectif a réussi le grand chelem de terminer 2 fois dernier de Ligue 1? Ouais, un peu pour JB. Donc voilà, il est descendu, il a fini 2 fois la lanterne rouge avec Metz et le TPC et 2 descentes supplémentaires avec Le Mans et Valenciennes. Putain, c'est un chat noir, lui. Ouais, grave. On parlait de Nolan Roux, mais. En Ligue 1. Personne ne va le vouloir en Ligue 1. L'équipe qui le recrute finit la dernière. Non, c'est fini, là, il va rester en Ligue 2 avec le TEF, lui. Bon, j'espère qu'on ne va pas descendre en national. Non, je ne pensais pas. Non. Cinquième question, tour de rôle. Donc, saison 2009-2010, le Grenoble de Nicolas Diaz et de Laurent Batles connaît un nombre important de défaites consécutives, 11 au total. À partir de quelle journée cette série a commencé? C'est la première. C'était Ouais. la 11e. Ouais, c'était les 11 premières. Ouais, putain. Bien. Bien joué, Camille. C'est un truc de fou. Parfait. Et d'ailleurs, qui c'est qui leur offre la. Ouais, Ouais, mais ça vaut 0 points, c'est trop facile. non, la question m'est venue maintenant, mais allez, on va lui offrir à JB. Ça, c'est des questions. Points. Sixième question, rapidité. Qui est le recordman du nombre de points pris par une lanterne rouge sur une saison entière? Toulouse. 17. Saison entière, du coup. C'est Lens. Ouais, Lens, JB. Oh là là. JB se détache, là. Hein. 4 points. C'est l'année où ça descend. Ouais, c'était en saison 88-89 avec 17 points pris en 38 matchs, mais même cette année, on va passer à côté du record. Quoi. C'est fou. Ah ouais. C'est bon, Septième on l'a, question. on finit avec 13 points. Ouais, mais sur Ouais, une mais saison le entière. championnat mais- pas- Ouais, mais d'accord, mais bon, Voilà. on s'en fout, on a le record, hein, c'est bon. Ouais, mais on n'a pas fini le championnat. Oh, Nabil, on a le À record. jamais les premiers à descendre sans finir. Ouais. C'est vrai. Envoyé Septième en Ligue question. à l'Assemblée nationale. Petit bond dans le temps, donc tour de rôle, saison 1960-1961. Toi termine dernier avec 15 points. Et combien de buts tu vas encaisser cette saison-là? 103. 90. Les autres? 64. 117. 125. JB, la J'ai une connexion. fourchette, hein. Plus ou moins. 90. JB, ça leur dit, je te vois. 150. Ça, c'est. JB, tu l'as dit? Non, j'ai rien dit là. Ouais, il cherche. 30. 132. Je suis en pleine réflexion là. Vas-y. 127. Allez, t'as des points d'avance. 108. Ah, presque. Allez, je donne le point à Vincent parce que Vincent il a répondu, c'était 103. Donc, Ah, bâtard. 103 buts. Non, eh oh. non, c'est 108, mais Vincent était plus proche. Quoi, donc, JB, le quiz, c'est pas celui qui tape le plus vite sur l'ordinateur. Hein. On n'a pas dit ça.
Donc voilà, là on aurait pu aller chercher le record aussi cette année. On était bien partis. Mais tu vois, c'est à cause du confinement, parce que s'il n'y avait pas le confinement, avec tout l'argent qu'il gagne avec lesviolets.com, il avait son assistant pour chercher les réponses. Bon, 8e question. Donc, je vais vous décrire un joueur, un peu comme on le fait avec les parcours de joueurs. Mais là, ce sont des joueurs qui ne sont pas passés par Toulouse et qui ont tous connu comme point commun d'avoir connu énormément de relégations. Donc, on commence avec le premier. On est au début des années 2000 et on parle d'un gardien qui a connu 5 relégations, donc respectivement avec Sochaux, Montpellier, 3 et 2 fois avec Strasbourg. Vous l'avez pas pour le moment? Non. Cassard. Il est élu meilleur gardien de Ligue 1 en 2005. Richard. Et, non. Et jusqu'à l'an dernier, il était entraîneur des gardiens à l'OM. Cassard, mais je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant, Cassard. J'ai pas entendu, Mehdi. Ouais, il l'a dit, Avant. Un point pour Mehdi, du coup. Putain, il connaît. Oui. Il vient de signer à Strasbourg. Il revient à Strasbourg en tant qu'entraîneur des gardiens, d'ailleurs. Mehdi s'ennuie, hein, pendant le confinement. Nabil, si tu veux des scouts qui va avoir des matchs, qui connaît plein de joueurs, prends Mehdi avec toi. Allez. Bon, 9e question, le même principe, du coup. Le second est formé à Nantes, se fait reléguer avec l'équipe réserve, signe ensuite à Lorient et connaît sa première relégation en Ligue 2. En 2005, il réussit l'exploit de reléguer 2 clubs, donc Istres et Watford. Enfin, en 2010, il revient dans sa ville natale, Ajaccio, et connaît une relégation en 2014. Waouh. Il est revenu au Gazette ou à la CA? À la CA, et il joue encore aujourd'hui. Choplin. Non, c'est pas Choplin. Non. Cavalli. Ouais, Cavalli. Mais non. Sérieux, voilà. Donc, on fait un petit point sur les scores, là. Du coup, on a. Non, c'est bon, moi je reprends mon demi-point, moi. Je reprends mon demi-point, j'ai un point. Je te l'offre. 4 points pour JB, 3 points pour Camille. Après, les autres sont à 2, ça sont Anthony, Emmanuel et Yves qui n'ont pas de points. Là, on va passer sur les parties rachats, du coup. Donc, 10e question, rapidité. Quel club, le neveu du roi Salman d'Arabie Saoudite, décide de racheter pour, je cite, viser une participation en Ligue des Champions? Newcastle. Sedan, ouais, Yves. Sedan. Ah oui. C'était pour des projets immobiliers surtout. Ouais. C'est ça. Ouais, du coup, ils ne sont pas prêts d'entendre l'hymne de la Ligue des Champions. Mais dans la cage de l'immeuble. Dans l'ascenseur quand tu vas dans les étages. Donc, ils ont raté la montée en national d'ailleurs cette année. C'est Bastia qui a été devant. Ouais, c'est Bastia. Chouki Ben Saada qui monte. Ah, il joue encore? Ouais, il joue. Ah ouais. C'est un bon petit joueur de Ligue 1. 11e question, du coup, tour de rôle. La même année, l'ambitieux homme d'affaires azéri Hafiz Mamadov investit au RC Lens. Lens, ouais. Mais quels joueurs sont attendus encore au Stade Bollard pour faire leur présentation officielle? Il avait promis de faire venir 2 grosses stars. Adriano? Non. Il n'y a pas Adriano? C'est au Havre. Vous ne les avez pas? Non. Des grosses stars qui jouent à Ligue 1, 2 bons buteurs de Ligue 1. Paoletta. Non, des buteurs qui étaient encore en Ligue 1 il y a 3 ans. Il y a Cissé qui a été dit par Anthony. Non. Non, c'est pas non. Ouais, c'est plus récent que ça, du coup. C'est plus récent. Gignac? Non. Mbappé? Non, le bah, grand Suédois. Ibra? Ibrahimovic. Ouais, Ibra. Et le second? Cavani? Non. Monaco? Falcao? Ouais, c'est ça. Bon, 2 points pour Camille. Bien joué. Non, le premier, il est pour Anthony. Ouais, gentil. On partage. De qui ta ta dernière place? 0,5 plus 0,5, je vais l'avoir mon point. C'est quoi ce quiz de l'amour là? Il y a trop d'amour, stop, la guerre. Tour de rôle, donc du coup, on se concentre un peu sur le TFC et sur le sportif. Combien de buts a inscrit le TFC contre le PSG depuis le rachat du club en 2011 par les Qataris? Donc, toute compétition confondue, et vous, c'est un tour de rôle. 12. 20. Alors là, on a un pile poil. Mehdi avec 12 buts. Bien joué, Mehdi. Putain. Je vais te dire 8. 13e question. Combien a investi l'OGC Nice de Chienlit sur le marché des transferts en 2016? 45 millions. Non, tour de rôle, là, du coup. Je suis proche. Les autres? Dolberg, il est considéré pour. Cet été? Ah, mais non, mais putain. Non, 2016. Ah oui, c'est 3. 0.
Bah, ouais, 40. 3 millions. Ils sont arrivés. Ouah. Non. 3 millions. Tout le monde a donné la réponse? Non, c'est quoi la plus petite? Je ne sais plus. Qui c'est qui a dit C'est Camille qui a dit Ça, 3 millions. 60 millions. 60. Je vais dire, Moi, je vais j'ai dire dit 2 30. millions. La réponse, c'est 13 millions. Et dans le plus proche, je ne sais pas qui c'est. C'est qui a dit. C'est Camille avec 3 millions, je crois. Bah, j'ai dit 17. Ouais, Point pour JB du coup. C'est Point arnaque. pour JB. Voilà. Donc, victoire de JB de manière assez. Toi aussi, t'es lassé. Toi aussi, t'es lassé, Nathan. De quoi? Si, t'es Ouais, je lassé. suis lassé, ouais, mais bon, il a une bonne connexion. Écoute, il a Victoire pas du pris. MacBook Il a à pris, JB. ouais, voilà. Soi-disant, la Livebox, elle lâche de temps en temps. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Bon, en tout cas, Nabil, on te remercie d'avoir participé avec nous. C'était vraiment super gentil de t'avoir. Non, merci beaucoup à vous. Franchement, c'est très gentil. Voilà. Merci Tu beaucoup. as passé un bon moment avec nous. Oui, très bon moment. On avait rigolé. Bon, bah, tant mieux. En tout cas, merci pour tout. C'était très agréable. Tu reviens quand tu veux. Si tu veux prendre une équipe, je passerai le contact à JB pour venir coacher. Il n'y a pas de souci. Vas-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait, pour avoir partagé ce petit moment avec nous. Je remercie les violets.com avec Anthony, Emmanuel et JB qui étaient à la technique pour ce visio. Je remercie la feuille de match avec Vincent, Mehdi et Nathan. La diste avec Yves. Tous ceux qui nous ont suivis, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à suivre ces lives tous les samedis 17h. Parce qu'on vous le rappelle, il n'y a pas le match de Canal+, c'est le live F2M Toulouse le samedi. Donc restez bien connectés sur la page lesviolets.com, à diste et feuille de match. On vous remercie à tous de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Faites attention au déconfinement aussi lundi prochain. Et puis, passez un bon week-end. Ciao tout le monde. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.